Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Al24 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. Merci à vous mesdames et messieurs de nous rester fidèles et de nous suivre tous les samedis soirs à partir de 21h. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de l'équipe habituelle, à commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nuhed. Il y a également Badis Khnissa Salam Azoul, bonsoir. Salam Azoul, bonsoir. Bonsoir également à Faisal Matawi qui est Bonsoir avec nous. Nuhed. Et bonsoir à Mahdi Razal autour de la table. Bonsoir. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Voilà donc mesdames et messieurs, vous n'oubliez pas bien évidemment que Nariman Zekar nous rejoindra en dernière partie d'émission. Au sommaire ce soir, développement économique et cybersécurité, des secteurs névralgiques que l'Algérie entend moderniser au diapason des impératifs de la conjoncture nationale et internationale. Sommes-nous face à la reconfiguration d'un nouvel ordre régional au Moyen-Orient? Après 9 jours d'attaques sionistes et de ripostes iraniennes, Téhéran menace d'une salve de bombardements encore plus dévastateur. Jusqu'où ira Rabat dans sa complicité décomplexée avec l'entité sioniste, alors que le peuple marocain multiplie ses contestations contre l'agression à Raza et la normalisation de la honte? On en parlera dans cette émission. Et puis en dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra donc pour parler création artistique et patrimoine culinaire. Je vous laisse avec le jingle. Voilà, donc le décor est planté. Messieurs, on commence avec cette information. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné de renforcer le soutien aux femmes porteuses de projets de familles productives et il insiste également sur la prise en charge des femmes victimes de violences. Faisal, vous avez des détails? Absolument, c'est un programme très important de la femme productive parce que ces dernières années, il a été constaté qu'il y a beaucoup de familles qui produisent ensemble, que ce soit en milieu urbain ou rural, des produits d'artisanat, de la tapisserie, des poteries, des gâteaux traditionnels, des plats, des robes, de la couture et de la haute couture. Et donc c'est un élément important parce que le président Tebboune a évoqué cette question en soulignant le fait que cette activité peut aussi devenir ou s'insérer dans l'activité économique du pays. Il a salué aussi le taux élevé de remboursement des crédits par les femmes, qui est un signe, si vous voulez, de crédit bancaire, un signe de discipline, de rigueur et également des réussites de ces projets développés au sein des familles, de plusieurs familles, parce qu'il y a des femmes qui ont des disponibilités de travailler à la maison avec leurs enfants ou leurs époux, leur père ou leur mère. Et donc c'est une activité aussi importante qui aussi, comme l'a souligné le président Tebboune, contribue à la libération de la femme dans les cadres des coutumes et des traditions de l'Algérie. Parce que souvent, quand dans les indices économiques, des femmes qui sont au foyer, ce qu'on appelle le mar al-makitat al-bayt, est souvent été à un moment donné ignorée, alors que ça peut être un élément actif dans l'économie nationale. Et pour la violence, l'Algérie a, vous savez, Nouhed, a pris plusieurs dispositions pour lutter contre toute forme de violence contre les femmes, que ce soit les violences conjugales, les violences verbales dans la rue, etc. Il y a une loi qui a été adoptée et donc le président, le chef de l'État, a insisté pour que justement ce dispositif soit renforcé, pour que la femme algérienne soit protégée par l'État et par la loi et par la législation et aussi même par le milieu social. Badis, l'Algérie nouvelle instaure l'égalité citoyenne comme étant une norme dans un esprit inclusif. Écoutez, la force d'une nation se mesure à la dignité de ses femmes. Et le président de la République l'a bien saisi, l'a bien compris au lendemain de son élection. Il a placé la femme, en tout cas, au cœur battant de la décision politique, au cœur battant, y compris de l'économie aujourd'hui, c'est ça dont il est question, c'est cette économie solidaire circulaire, l'intégration, la reconstruction aussi du tissu économique, notamment avec une orientation de production, notamment, et non pas d'assistanat, puisque la femme, que ce soit dans l'artisanat, dans les coopératives, à l'échelle locale, peut être justement un levier de croissance et un levier aussi de production. Donc il est important aujourd'hui de souligner cela. Et puis aussi, l'État, aujourd'hui, sous l'égide du président de la République, s'inscrit aussi dans une dynamique
que je dirais d'État protecteur et surtout socialement responsable, pour ne pas justement banaliser effectivement les violences faites contre les femmes, pour aussi reconscientiser peut-être la société et l'état d'esprit notamment, pour que la femme soit intégrée complètement dans l'équation sociale et sociétale, mais surtout qu'elle soit aussi un levier phénoménal, surtout puisque la femme algérienne, on ne la présente plus, qu'elle soit un levier effectivement de croissance, de progression et surtout de développement de cette Algérie nouvelle si chère au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Gamal, à l'heure où les féminicides se multiplient à travers le monde, il est important aujourd'hui qu'en Algérie, on ne banalise pas les violences faites aux femmes. Tout à fait, d'abord parce que les femmes nous ont aidé à la Révolution. N'oublions jamais les moudjahidettes qui ont payé un très lourd tribut. Ensuite, il y a la Banque mondiale qui dit que 1% de création d'entreprise pour les femmes, c'est 0,3% d'augmentation de la croissance du pays. On sait que le fait qu'une femme soit entrepreneur, ça la protège de ces violences parce qu'elle prend un pouvoir économique, elle prend un pouvoir sur elle-même, elle est respectée évidemment. Et en Algérie, on a à peu près un tissu de création d'entreprise des femmes de 10%. C'est-à-dire que la marge de progression est considérable, mais positive. En Afrique, on est quand même dans le haut du panier. Il faut vraiment penser en termes de marche. Moi, je dis toujours, je ne suis pas féministe du tout, je suis égalitariste. Le féminisme, c'est un peu une posture excessive pour garantir le droit des femmes. Moi, je dis égalitariste, c'est-à-dire qu'on marche sur deux pieds. Et les deux pieds, c'est l'homme et la femme, à part égale. S'il y a un déséquilibre, à ce moment-là, le pays ne fonctionne pas. Et je pense que si on veut que l'Algérie décolle, les femmes, quand on aide la création d'entreprise d'une femme, on crée deux entreprises, la sienne et celle de demain. Pourquoi ? Parce qu'elles transmettent des valeurs, parce que l'entrepreneuriat peut être transmis par une femme. Moi, j'ai un ami, je ne vais pas donner son nom parce qu'il serait un peu gêné, dont sa petite fille de 10 ans, par exemple, c'est assez extraordinaire, a fait sa petite entreprise comme ça au niveau scolaire, a vendu des petits produits comme ça, des petits bijoux, elle en a vendu une centaine, toute seule à 10 ans. C'est vous dire un peu l'impulsion possible, parce qu'il y a un sens de la gestion de la famille, on le sait, il y a un sens de la gestion des affaires, et j'en veux pour preuve, Mohamed Younous, quand il va créer le microcrédit, le taux de recouvrement pour les femmes, c'est 97%. Il y a le sens aussi de la discipline et de la parole donnée. Donc tous ces éléments-là, parce qu'elles gèrent bien les femmes, elles font attention, elles ont peu de moyens, elles gèrent avec peu de moyens. Et bien quand elles font en entreprise, c'est encore mieux. Et en règle générale, le dynamisme féminin dans la création d'entreprise est de loin supérieur à celui des hommes, parce que malheureusement, nous, on a une position dominante qui fait qu'on est un peu plus tranquille. Je parle à des gens qui ont tous été créateurs d'entreprises ici. On connaît la musique, que ce soit évidemment Mehdi-Moi ou Badis, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'on a moins cette niaque que les femmes. Donc moi, je pense que les lois prises par l'État algérien sont des lois qui sont positives, parce que d'abord, c'est un exemple à donner au monde arabe, pour commencer, et africain, et puis surtout parce qu'on a besoin de cette richesse extraordinaire que sont le corps féminin. Très bien. Merci. Merci Gamal. Parlons à présent, messieurs, si vous le voulez bien, de ces 5 permis d'exploration attribués à 8 compagnies pétrolières internationales. On parle de Eni, de Sinopec ou encore de Total Energy. Ça s'est passé cette semaine lors du Algeria Bid Round 2024, Faisal. Absolument. Et M. Mohamed Harqab, qui est ministre de l'Énergie et des Mines, a salué les résultats positifs de cet appel à la concurrence internationale pour l'exploitation effectivement de gisements d'hydrocarbures, notamment dans la région du sud-ouest algérien. Il s'agit d'Ahara et le sud-est également, à Élysée, Urgan 2, Adra, Zerapa 2 dans le bassin de l'Ahlat Gourara, dans le wilaya d'Adrar et de Ain Salah, et de Toual 2, bassin de Berkin, dans le wilaya de Ouargla et d'Élysée. Et Garn el-Gassa 2, bassin de Gourara et Temimoun, dans le wilaya de Béchar, Ben Abbas al-Bayad et Temimoun. C'est quand même des projets très très importants. Plusieurs grandes entreprises internationales ont repris ces projets, notamment Qatar Energy avec Total Energy, qui est une société donc qatari et française. Et il y a aussi le groupement Eni et le EP de Thaïlande, et également des sociétés d'Autriche, de Suisse et également de Chine. Vous l'avez évoqué, Sinopec notamment, qui est quand même une grande entreprise chinoise. C'est un peu le résultat, comme l'a souligné M. Harqab, des nouvelles lois qui encouragent l'investissement dans le secteur des hydrocarbures, notamment la loi 1913 qui régit les activités des hydrocarbures et la loi 2218 relative à l'investissement. Ça va rebooster donc l'activité hydrocarbures dans le sud-ouest et le sud-est algérien, et ça démontre que le marché algérien reste quand même attractif, et l'Algérie reste attractive dans un domaine très concurrentiel. D'après les mauvaises langues et les petits trolls sur les réseaux sociaux, que l'Algérie n'était pas un pays attractif, que l'Algérie était fermée, que personne ne voulait investir en Algérie. Donc si je comprends bien, c'est Bac-8, ces personnes qui ne savent même pas écrire leur prénom sans faire de faute d'orthographe. Vous avez Qatar Energy, Eni,
Total Energy, les Autrichiens, les Chinois avec Sinopec qui veulent investir massivement dans un pays qui est refermé sur lui-même, qui ne veut pas laisser les étrangers investir. Donc je pense que ce qui s'est passé lors de ce sommet, enfin lors de cette réunion, est un pied de nez à tous les détracteurs de l'Algérie et à tous ceux qui critiquent l'Algérie sur l'ouverture économique du président Abdelmajid Tebboune depuis son élection en 2019 et sur ce que sera l'Algérie pour les prochaines années. Un pays attractif, un pays développé, un pays qui va faire du partenariat gagnant-gagnant, win-to-win, et pas du partenariat où on vient piller les richesses de l'Algérie. Il faut savoir également que Sonatrach, en l'occurrence la première société pétrolière en Algérie, et africaine aussi, ne veut travailler qu'avec des gens où il y a un partenariat win-to-win. C'est pas tu viens, tu puises nos richesses et tu te barres et tu sors tes dividendes. Ça, c'est pour les pays qui n'ont pas de dos solide. D'accord ? Nous, on est obligés de travailler main dans la main et de profiter de façon équivalente du savoir et des richesses de chacun. Donc voilà, ça c'est la nouvelle Algérie. On travaille avec tout le monde et on travaille avec des gens sérieux et on développe les infrastructures de l'Algérie. Il faut juste noter, Mehdi, que l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, ANAP, ce projet, cet appel d'offres international est le premier d'autres appels d'appel d'offres qui concernent 17 projets pétroliers et gaziers destinés à l'investissement donc au niveau national. Donc ce n'est que le début. Donc ces 6 projets, ce n'est le début. Peut-être qu'il y aura d'autres aussi dans les prochaines années à travers, donc bien sûr. C'est un beau pied de nez à tous les détracteurs de l'Algérie. Absolument, c'est une belle réponse. Messieurs, tout le monde s'accorde à dire que cet événement a été un succès. Ça a été un succès. Badia, est-ce qu'on peut dire que le succès justement qu'a rencontré cette Algeria Bid Round 2024 confirme l'attractivité du climat des affaires en Algérie? Non, mais j'irais même jusqu'à damer le pion de ces mauvaises langues, et j'abonde sur un peu ce que disait Mehdi à juste titre. Entendons-nous sur un aspect très, très fondamental et très clair à clarifier aujourd'hui. Cet événement illustre aussi que l'Algérie aujourd'hui ne vend pas son sous-sol. Oui. Ne vend pas son sous-sol, elle négocie son destin énergétique. Nuance. Donc l'Algérie aujourd'hui, effectivement, comme acteur incontournable de l'énergie, elle est en train de redessiner sa carte énergétique. Ses partenariats sélectionnés, c'est-à-dire selon ses conditions. Il faut rappeler que c'est des enchères. Oui. Ce ne sont pas des attributions comme il fut un temps de gré à gré. Donc entendons-nous sur cet aspect-là qui est fondamental et très important pour illustrer aussi cette Algérie nouvelle, chère au président, et qui s'inscrit aussi dans le sillage justement de cette indépendance, c'est-à-dire qu'un transfert de technologie sans pour autant se fourvoyer comme il fut un temps avec des accointances de certains majors, notamment sans les citer. Donc il est important de préciser cela. Et puis aussi ça démontre une espèce de attractivité géostratégique et géoénergétique. Très important de le dire, dans un contexte de conflit, latent parfois, dans lequel l'Algérie a su démontrer effectivement c'était un pays pivot, un État pivot énergétiquement parlant, et qu'elle est à même de effectivement confirmer cette diplomatie énergétique proactive au service effectivement de ses partenaires, au service des sociétés qui respectent la souveraineté de l'Algérie, la souveraineté aussi de son peuple, la souveraineté de ses richesses, y compris fossiles. Et Gamal, je pense qu'il est important, pardon Mehdi, juste l'information, je pense qu'il est également important, Gamal, de rappeler que cet événement, que ce premier appel pour l'investissement dans le secteur des hydrocarbures, c'est le premier depuis l'année 2014. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'il y a eu 8 entreprises retenues pour 5 blocs et 8 entreprises choisies. J'ai envie de dire simplement qu'un pays qui a une souveraineté, parce que tu fais référence à cela, à l'époque, on subissait la demande des entrepreneurs qui venaient faire la loi en gros sur le marché. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est de dire qu'on peut choisir nos partenaires, ce qui fait que ça augmente le caractère de puissance du pays en l'occurrence, qui est, rappelons-le quand même, c'est pas rien, le deuxième fournisseur européen de gaz après la Norvège. Donc c'est vrai que cet événement est une ligne positive dans la mesure où on commence à reprendre la main sur nos richesses, où on augmente nos capacités, on veut les porter en 2030 à 26% de plus que ce qu'on fait actuellement, avec une ambition qui est de diversifier ses partenaires. Le choix des partenaires est important. D'abord parce que ça veut dire qu'on ne dépend pas de qui que ce soit, et en même temps parce qu'on peut négocier même les tarifs à la baisse en termes d'exploitation, on peut renégocier beaucoup de choses parce que les partenaires sont multiples et se bousculent au portillon. Donc en cela, effectivement, il faut être rassuré. L'Algérie, et ça a été dit tout à l'heure par Mehdi, il n'a pas été jusqu'au bout de son propos, première compagnie africaine de pétrole et de gaz, c'est la Sonatrach depuis 25 ans.
C'est pas rien. C'est-à-dire que la gestion, ça casse les oreilles de certains. La gestion des deniers de l'État algérien en matière d'exploitation de richesses hydrocarbures, elle est extrêmement rigoureuse. C'est la société la mieux gérée quasiment d'Afrique. Il y a un autre aspect aussi. Mahdi voulait la parole. Non, une souveraineté forte, le président de la République l'a souvent répété. Et c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Une souveraineté forte repose sur 2 points. Le premier point, c'est une économie forte. Et le deuxième point, c'est une armée forte. La protection de la souveraineté de l'Algérie, et on le voit avec ce qui se passe dans le monde actuel, est très important, et surtout en 2025. Quand tu as le contrôle de tes richesses premières, et que tu décides avec qui tu travailles, et tu n'as pas de diktat, on ne choisit pas pour toi avec qui tu travailles, c'est toi qui laisse rentrer qui tu veux chez toi. Voilà ce que c'est une souveraineté économique. C'est ça l'importance d'une souveraineté économique. C'est que c'est toi qui choisis tes partenaires et tes partenaires ne te sont pas imposés parce que tu dois de l'argent, parce que tu as des accointances avec tel ou tel pays. Là, on a de tout. On a des Chinois, on a des Français, on a des Autrichiens, on a des Italiens, on a de tout. Et on travaille avec les gens que nous choisissons par rapport à leur qualité, par rapport à leur probité, par rapport à leur probité et par rapport aussi à ceux qui veulent payer pour travailler avec nous, tout simplement. Non, très rapidement, tu m'as devancé là-dessus justement. Cet événement illustre et marque une redéfinition, notamment du rapport Nord-Sud, en matière de collaboration, de coopération. Il faut rappeler que justement le choix de ses alliés, enfin en tout cas ses partenaires, est un choix qui émane de plusieurs continents, et non pas qu'un seul continent comme il fut un temps. Donc il est très important de rappeler ça, c'est-à-dire qu'Alger, en d'autres termes, impose une logique multipolaire dans laquelle effectivement les partenaires doivent respecter la souveraineté, doivent respecter les intérêts de l'Algérie à long terme. Il faut juste noter qu'en Algérie, il y a plus de 240 découvertes non encore exploitées. Et c'est pour ça qu'il y a ces projets d'exploitation et les réserves actuelles, c'est les experts qui le disent, les hydrocarbures en Algérie sont très importantes. Ils sont estimés à 4300 millions de tonnes équivalent pétrole MTP, avec une production annuelle de 200 MTP. Donc avec ces nouveaux projets qui sont signés, et pour noter aussi, c'est des contrats avec la Sonatrach. Ce n'est pas des entreprises qui vont venir ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il y a des orientations pour l'exploitation, vont augmenter cette production et améliorer l'exploitation des gisements qui sont non encore exploités. Pour clarifier effectivement l'opinion publique qui nous regarde, il est très important aussi de rappeler que parallèlement à cela, puisqu'effectivement les études sismiques démontrent que nous avons des richesses notamment à fort potentiel. Ceci étant, avec toute cette dynamique très positive énergétiquement parlant, l'Algérie, le président de la République continue effectivement à imposer une dynamique de diversification économique, en dehors de la rente pétrolière et des hydrocarbures, pour démontrer qu'effectivement les deux binômes marchent et fonctionnent. Alors sans oublier, messieurs, qu'un prochain appel à concurrence, donc l'Algeria Bid Round 2025, sera lancé en octobre prochain. Il devra inclure entre 4 et 6 zones d'exploration. Voilà, une autre information. Dans un monde de plus en plus connecté, l'Algérie fait face à de nombreux défis cybernétiques et c'est pourquoi le pays donc développe une approche stratégique pour faire face aux menaces du cyberespace et s'appuie sur l'expertise internationale, notamment celle de la Corée du Sud. Faisal. Oui, absolument, parce que c'est une expérience importante. La Corée du Sud est considérée comme un leader mondial en matière de cybersécurité, avec des pays aussi comme le Japon, comme les États-Unis. Je souligne seulement qu'il y a une exposition universelle au Japon, à Osaka. Il y a eu un débat très important et très intéressant avec notamment les experts japonais sur la cybersécurité et les moyens de la renforcer, parce que de toute façon, la cybermenace traverse toutes les frontières. Et ce deuxième forum, c'est un forum Nouhed, c'est le deuxième du genre. Il a été question de l'engagement d'Algérie, un engagement politique important pour consolider cette cybersécurité. Ça a été souligné par M. Sidali Zadoré, qui est le ministre de la Poste et des Télécommunications. Le plan national pour la cybersécurité qui se fera avec la partie coréenne pour consolider, donc, pour, si vous voulez, contrer toutes les menaces, tout type de menaces, parce que ces menaces évoluent, oui. Avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, etc. Chaque jour, il y a des nouvelles menaces. Mahdi tout à l'heure parlait des trolls, etc. C'est aussi un moyen, c'est des éléments qui menacent la sécurité politique et économique et même militaire de certaines nations, d'où cette volonté de l'Algérie de consolider sa sécurité avec un partenaire fiable, le partenaire coréen, dans le futur, parce que c'est un travail qui prendra beaucoup de temps pour, si vous voulez, immuniser le pays contre toute forme d'attaque. Vous savez qu'il y a chaque jour des attaques de ce genre à travers la dark web, l'internet noir, si vous voulez, à travers tous les éléments technologigiques actuels. Badis, le cyberespace est un défi majeur aujourd'hui.
Tout à fait. D'ailleurs, je me permets en introduction de rappeler qu'effectivement, pas de souveraineté politique ou diplomatique sans souveraineté numérique. Et notamment de cyber, pour se préserver des cyberattaques, effectivement, puisque les guerres aujourd'hui hybrides s'accentuent notamment sur cet aspect-là. Et nous l'avons vu d'ailleurs récemment avec des conflits en live qui nous apprennent beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons. Les guerres de 4e et 5e génération. Tout à fait. Mais par contre, oui, effectivement, moi je rappelle que l'Algérie s'aligne aujourd'hui avec le modèle sud-coréen, mais tout en gardant sa propre vision en matière de protection sur mesure. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui pour l'Algérie de créer cette cyber-souveraineté, notamment avec, tout en partant sur le principe que l'Algérie ne veut plus être un simple consommateur passif, notamment des technologies étrangères, puisque c'est ça dont il est question, de ne plus être dépendant, mais de devenir un acteur, notamment autonome, du cyberespace, comme vous l'avez rappelé. Et puis, cela aussi nous évoque ce qu'on appelle la géocybersécurité. Donc, vous savez, aujourd'hui, la souveraineté ne s'aligne plus, enfin ne se mesure plus que aux frontières des territoires, des frontières physiques, mais aussi aux frontières virtuelles qui sont la cybersécurité, le cyberespace. Donc il est important aussi, au même titre de protéger les frontières physiques, de protéger également les frontières du cyberespace, encore une fois, pour anticiper toute menace, toute attaque ou toute guerre hybride, notamment comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Et enfin, je dirais, l'Algérie aspire aussi à aller vers une espèce d'imperméabilité numérique, avec cette cybersécurité pour protéger ses infrastructures, pour protéger ses acquis, pour protéger et défendre notamment ces data qui sont très importants. Et je conclurai aussi, il faut rappeler que l'Algérie, à travers cette initiative, aspire aussi à contribuer à être un pays pivot, à contribuer aussi à contribuer à la sécurité africaine, comme elle a su le faire pour d'autres aspects, notamment la lutte antiterroriste et le développement de l'Afrique. L'Algérie, dans un altruisme qui maintenant lui fait enfin, sa marque de fabrique, disons, elle peut devenir ce pôle notamment de régional de cybersécurité pour offrir justement son expertise. 400% d'augmentation d'attaques l'année dernière sur les sites publics africains, 400% d'augmentation. Donc c'est vraiment un véritable danger, et c'est bien de le rappeler, on le voit avec la guerre entre l'Iran actuellement et les sionistes, c'est-à-dire que les guerres numériques et cybernétiques sont considérables. Et je pense que la souveraineté aujourd'hui, de demain, se fera pas par le pétrole, mais par la création de lignes de code, de la maîtrise de ces outils. Et c'est vrai que la cybersécurité doit être un élément essentiel de la souveraineté du pays, être capable de maîtriser ces outils pour défendre le pays. Moi j'invite les téléspectatrices et les téléspectateurs à se rendre au nouveau pôle de Sidi Abdallah. Au niveau pôle de Sidi Abdallah, vous avez l'école supérieure de cybersécurité qui est un bijou de technologie et de technologie avant-gardiste par rapport à tout ce qui est le domaine de la sécurité, de la sécurité du net et de tout ce qui se passe sur Internet. C'est juste exceptionnel. Les moyens qui ont été mis à la disposition des étudiants est magnifique. Vous avez également celle de Constantine. L'université Mehdi, je crois qu'elle s'appelle, voilà, exactement, de Constantine, qui est également dans la pointe de la technologie pour la lutte contre la cybersécurité. Et de plus en plus, toutes les universités des 58 wilayas commencent à avoir des pôles justement pour avoir des diplômés, des ingénieurs et des étudiants qui se consacrent à ce domaine qui est très important pour l'avenir de l'Algérie. Très bien, messieurs. Alors, le grand groupe malaisien Lion se prépare à lancer des projets dans les secteurs des industries de transformation et de la sidérurgie en Algérie. Et c'est un modèle de coopération sud-sud, parce que la Malaisie, c'est quand même une grande économie en Asie. Et c'est tant mieux que s'intéresse à ce pays. Le groupe Lion est un des plus grands groupes asiatiques dans le domaine, dans plusieurs domaines, notamment le domaine minier. Ce groupe s'engage à lancer des projets équivalents en valeur à 8 milliards de dollars, c'est quand même important, notamment dans l'exploration et l'exploitation de l'or, du cuivre, du manganèse et d'autres, notamment l'acier aussi, des projets qui vont être accompagnés, parce que ça c'est le groupe Lion qui s'engage à construire même un port au niveau de Boumerdès pour exporter
cette production, notamment vers le marché asiatique. Ça veut dire que oui, comme le soulignait Mahdi tout à l'heure, l'Algérie devient une grande nation, un grand pays qui attire les investisseurs. On parlait de Coréens tout à l'heure, on parlait d'Italiens, de Qataris, Autrichiens, Suisses, Italiens et Chinois, etc. Et là, c'est les Malaisiens. Les Malaisiens, on peut aller vers d'autres formes de partenariat parce que quand même un pays qui a une grande puissance touristique, agricole, dans le domaine du textile, etc. Et ce groupe, on a vu un peu les déclarations faites par ses responsables, est vraiment prêt à aller très très loin avec l'Algérie comme une grande porte aussi vers le marché africain. Badis, c'est un investissement solide, on parle quand même de 8 milliards de dollars. Tout à fait. Ça reflète effectivement la profondeur de ce partenariat, mais surtout aussi les attentes. Effectivement, ça a été rappelé, ce partenariat sud-sud illustre une inflexion géoéconomique, notamment de l'Algérie, en diversifiant ses partenaires, notamment en Malaisie, donc en attirant des capitaux asiatiques, hors prisme de lecture et prisme de tutelle, notamment de l'Occident. Donc il est important de le dire que le Sud global se diversifie, le Sud global se renforce, le Sud global consolide ses coopérations et ses partenariats à travers effectivement des projets majeurs, mais surtout aussi structurants, parce qu'on évoque la sidérurgie. La sidérurgie est un levier important de croissance économique. Il est un levier géoéconomique et géostratégique qui pourra faire de l'Algérie un hub régional et le déploiement régional justement de l'Algérie à travers l'Afrique, à travers le Sahel. Par rapport à sa position géostratégique. Tout à fait. Donc structurer aussi l'écosystème, un écosystème, je dirais, industriel qui va de la logistique, de transport, effectivement, jusqu'à la formation technique. Donc je pense que l'Algérie a tout à gagner dans ce partenariat, encore une fois, qui est un partenariat gagnant-gagnant, est un partenariat aussi qui obéit au même, je dirais, au même prisme de lecture, notamment des deux parties, puisque la Malaisie et l'Algérie s'inscrivent dans, je dirais, des aspects multidimensionnels en matière de coopération, y compris d'ailleurs du monde musulman, du monde de coopération du Sud global. Très bien, merci Badis. Mesdames et messieurs, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour votre émission Hebdo Show. Et actualité oblige, ce soir on s'intéresse à l'escalade des tensions entre l'entité sioniste et l'Iran. Cela fait 9 jours que l'armée sioniste a commencé à bombarder la République islamique, entraînant une riposte sans précédent côté iranien. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir monsieur Bassem Larj, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors je vais vous poser la première question, monsieur Larj. Faut-il craindre le pire à l'heure actuelle ? Oui, pour le moment, toutes les hypothèses restent ouvertes. Ça va dépendre en réalité de l'évolution de la situation en cours et également de la position américaine dans ce conflit. Là, pour le moment, on ne sait pas quelle position exacte les Américains vont adopter. Est-ce qu'ils vont intervenir directement ou non ? Et je pense que s'il y a une intervention directe, ça risque d'aggraver la situation et il y a le risque d'une généralisation du conflit dans la zone qui est bien réelle. Très bien. Alors la situation au Moyen-Orient et cette escalade des violences entre l'entité sioniste et l'Iran était au cœur des discussions qu'ont eu le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, avec la situation à Gaza, mais aussi le conflit russo-ukrainien. Faisal. Absolument. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel de M. Steinmeier, et comme le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf a reçu des appels téléphoniques de ses homologues iraniens, jordaniens et autrichiens. Donc il y a une consultation, une concertation par rapport à cette situation actuellement explosive au Moyen-Orient, parce que l'agresseur, l'entité sioniste, voudrait refaire la carte du Moyen-Orient par la violence et la force. C'est une entité qui bombarde la Syrie, qui bombarde le Liban, qui bombarde et qui continue de bombarder le peuple palestinien à Gaza, faisant beaucoup de morts, plus de 56 000 morts, et qui en même temps prétend à son droit à la défense. Donc maintenant, M. Bassem parlait des moyens diplomatiques, parce que oui, cette guerre doit être imposée au peuple iranien, doit être arrêtée par les moyens diplomatiques, et le président américain a fait des déclarations parfois contradictoires, mais lui-même reconnaît que l'entité sioniste n'est pas en mesure de détruire
les installations atomiques. Vous notez que cet agresseur, parce que la charte 51, l'article 51 de la Charte des Nations Unies donne le droit à l'Iran de riposter et de se défendre, cette entité est en train de bombarder des installations atomiques. Donc vous pouvez imaginer le risque de catastrophe majeure. Donc je pense que les possibilités de négociation, de dialogue, et la partie iranienne a clairement dit qu'elle est disposée à négocier, et l'Algérie officiellement à travers la voie de sa diplomatie a dénoncé cette agression comme d'autres pays arabes l'ont fait et musulmans à travers un communiqué commun, parce qu'il s'agit réellement d'une agression contre un État souverain. Alors avant d'avancer dans le débat, si vous le voulez bien, on va écouter M. Ammar Benjama, donc le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. C'était hier en Conseil de sécurité. Les attaques d'Israël contre l'Iran sont injustifiées, non provoquées, et foulent aux pieds la Charte des Nations Unies. Nous réitérons catégoriquement notre condamnation de toute violation du droit international humanitaire. La protection des civils n'est pas facultative. Il s'agit d'une obligation. Défendre le droit international humanitaire revient à préserver l'ensemble de l'humanité. Il est impératif que tout le monde reprenne la voie de la raison. Les négociations avec les 3 pays européens, les E3 et l'Iran, les négociations également entre l'Iran et les États-Unis, facilitées par Oman, demeurent une solution viable et constructive en faveur de la diplomatie. L'Algérie a toujours été convaincue du pouvoir du dialogue. Et nous reprenons à notre compte l'appel du secrétaire général en ce sens. Badis, alors factuellement, il y a un acte d'agression de nature militaire. On l'a bien vu, l'entité sioniste contre un État souverain donc, qui est l'Iran. Pourtant, le discours dominant, c'est celui de l'exercice de la légitime défense de l'entité sioniste. C'est tout de même incompréhensible, ce dialogue. Écoutez, moi je le vois comme, vous savez, l'entité sioniste frappe la première et pleure le plus fort. Donc, et c'est ça ce qui souligne un peu cette géométrie, cet traitement à géométrie variable, mais surtout de ce double standard, notamment de l'Occident. Mais j'aimerais revenir aussi sur un point très important, ça a été évoqué effectivement, cet appel, cette communication, je dirais, qui qualifie finalement l'Algérie de quoi ? D'un carrefour géopolitique qui reste quand même une espèce de colonne vertébrale de la moralité, de la morale au monde. Il est très important de le dire, c'est que l'Algérie aujourd'hui, comme pays pivot, acteur dynamique, notamment dans cette équation aujourd'hui, démontre que l'Algérie a son rôle à jouer, elle est entendue, elle est écoutée, elle est consultée aussi, puisqu'on parle quand même du président de l'Allemagne qui veut impérativement comprendre, connaître effectivement la position de l'Algérie, qui est une position toujours de neutralité, mais attention, je précise, neutralité, c'est pas de l'indifférence, la neutralité, c'est je dirais, le respect du droit international de l'Algérie pour justement privilégier le dialogue et le débat, mais surtout des solutions pacifiques. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une agression clairement caractérisée par l'entité sioniste, qui ne comprend que la violence, effectivement, et qui surtout s'accorde ce qu'elle interdit aux autres, notamment le programme nucléaire. Il est important de le dire. Donc, je pense que la communauté internationale aujourd'hui reste aphone, grâce à des pays comme l'Algérie, grâce à des dynamiques, notamment, on pourra en parler tout à l'heure avec ces 20 pays musulmans, arabo-musulmans, font bouger les lignes, mais surtout aussi consolident ce front finalement qui est en train de se créer contre une instance qui est le Conseil de sécurité qui, ma foi, reste impuissant. Mais d'ailleurs, cette impuissance encourage l'arrogance de l'entité sioniste aujourd'hui. Cette immunité, cette impunité, notamment, l'amplifie. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'ils sont capables d'aller vers une guerre généralisée, une guerre globale, au détriment notamment de la stabilité de la planète et non pas que de la région. Monsieur Larrodj, en droit international, la guerre préventive n'existe pas. Voilà, c'est très important de rappeler le droit international dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui. En droit international, il y a deux possibilités où on a le droit de recourir à la force armée. Parce que dans le principe, le recours à la force armée est interdit. Mais dans le cadre de la Charte des Nations Unies, on a deux exceptions. Il y a d'abord une exception, c'est lorsque le Conseil de sécurité autorise le recours à la force. Dans ce cas-là, donc, c'est un État recourt à la force contre un autre État.
c'est légitime, c'est couvert par le droit international. Et l'autre possibilité, c'est la légitime défense. Et lorsqu'un État se fait agresser par un autre État, dans ce cas-là, l'État a le droit de riposter. Et c'est exactement le cas de l'Iran aujourd'hui, qui est en position de légitime défense en réalité. Donc tout le discours qu'on entend, on a une inversion finalement des rôles, pose problème, et qui montre en réalité les doubles standards que certains pays occidentaux appliquent aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'Israël. On a vu la même chose par rapport à Gaza. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau concernant cette zone. Très bien. Très Mahdi, nous sommes... Juste un petit commentaire sur ce qui a été dit. Elle est en violation de l'article 51. L'article 51 de la Charte justement des Nations Unies, effectivement, impose le droit de riposte, mais dans l'attente d'une solution de paix, notamment du Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité aujourd'hui ne le pipe pas un mot. Exactement. Et pour revenir sur cette notion de guerre préventive, c'est une notion qui n'a aucune valeur juridique sur le plan du droit international. Elle a déjà été utilisée par les Américains en 2003. Contre l'Irak, pardon. Et donc, en réalité, c'est une manière de justifier une agression, tout simplement une agression armée. Voilà, très bien. Alors avec ce terme, Mahdi, de guerre préventive, on est là aujourd'hui face à une bataille de narratif, comme le disait Badis la dernière fois. Une bataille de communication, c'est évident. Juste avant, je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre invité. Depuis 1948, 229 résolutions de l'ONU contre la colonisation à Gaza ont été faites par l'Organisation des Nations Unies. Aucune n'a été respectée. 229 résolutions. Donc je ne sais pas si c'est l'ONU, c'est tous les pays du monde, sauf Israël, il faut me dire. Mais ce pied de nez constant aux résolutions et aux devoirs par rapport au respect des lois de l'ONU, c'est inadmissible. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez un dénominateur commun à ce qui se passe actuellement dans le monde, à toutes les tergiversations qui se passent actuellement déjà au Proche-Orient, entre le dénominateur commun de ce qui se passe au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et au massacre de Gaza. Maintenant, vous me mettez quelle est la pierre angulaire entre tous ces conflits et vous allez trouver que c'est Israël. On a à la tête d'Israël un homme qui est recherché par la Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche de la Cour pénale internationale. Et personne, aujourd'hui, ne trouve à redire qu'un homme qui est recherché par la CPI peut attaquer des pays comme bon lui semble. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je veux dans votre sens, cher Noël. Vous avez le branle-bas de combat de toutes les chaînes de rédaction des médias mainstream qui vont vous sortir que c'est normal qu'il attaque l'Iran parce que l'Iran a la possibilité de se doter de l'arme nucléaire. Et que pour se doter de l'arme nucléaire, il faut être validé, entre guillemets, par l'Organisation des Nations Unies. Donc, je reprends, pour être validé, pour avoir l'arme nucléaire, il faut être validé par l'Organisation des Nations Unies qui a fait 229 résolutions contre le pays qui attaque l'Iran parce qu'elle ne respecte pas l'ONU. Il n'y a rien qui vous dérange dans tout ça. Il n'y a rien qui vous dérange dans tout ça. De surcroît, c'est un secret de polichinelle que nous savons tous que dans les années 60 à 70, l'arme nucléaire, la bombe atomique a été transmise à Israël. En catimini. Par Guy Mollet. Par la France, par la France, sans aucun justificatif face à la salle que nous voyons derrière nous. Donc, nous avons un jeu de dupes qui est matérialisé, poussé et instrumentalisé par des médias qui sont à la botte de certains lobbies. Il faut savoir dire les choses. Les mots ont un poids. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que peu importe les justificatifs que pourra donner l'Iran, ça ne servira à rien devant ces gens-là qui n'ont qu'une idée, c'est de détruire tout ce qui est musulman. Chiite, sunni, c'est un autre sujet, mais tout ce qui est musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un État africain qui a la bombe nucléaire. On n'a pas le droit d'avoir un État musulman qui n'a pas la bombe nucléaire. Jusqu'à preuve du contraire. Qui a utilisé l'arme nucléaire? Les États-Unis 2 fois. C'est les États-Unis. La grande démocratie. Où se sont passées les 2 plus grandes guerres mondiales? En Europe. En Europe. Pas d'Africains, pas de musulmans.
mais c'est nous qui sommes considérés comme dangereux en la possession de l'arme nucléaire. Posez-vous les bonnes questions, messieurs. L'Iran a signé, Mahdi, le TNP, le traité de non-prolifération, alors qu'Israël ne l'a pas signé. L'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne s'est jamais, curieusement, intéressée au programme atomique développé par l'entité sioniste, notamment la centrale de Dimona. Et à chaque fois, seulement cette année, il y a eu au moins deux inspections du directeur de Grossi, rappelle Grossi de l'agence AIEA, qui a été d'ailleurs critiqué par Téhéran parce qu'il dit que nous n'avons pas pu accès, nous n'avons pas pu avoir, etc. Combien d'inspections en Israël de l'AIEA? Il n'y a jamais l'accès d'inspection, parce que Israël ne reconnaît pas l'existence des armes avec des ogives nucléaires. Elle a la centrale de Dimona qui a été d'ailleurs bombardée partiellement par l'Iran. Et maintenant, dans le discours, Mahdi, le discours de Netanyahou, qui c'est vrai, un criminel de guerre poursuivi par la Cour pénale internationale, maintenant on ne parle plus uniquement du programme nucléaire. Maintenant, il faut détruire aussi le programme des missiles balistiques. Oui. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer, qu'il faut changer le régime. De quel droit un État voyou, parce qu'il faut le nommer ainsi, Israël, se donne le droit de vouloir changer le régime d'un État souverain? Et comment on trouve ça normal en évoquant la défense? Maintenant, on veut même aller plus loin, parce que si vous lisez ce qu'écrivent la presse sioniste, on veut démanteler l'État iranien. Comme ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils ont affaibli tous les pays voisins de cette entité, la Syrie, l'Iran, le Soudan, le Yémen, etc. Maintenant, on passe. Et quoi d'autre encore? La Libye également, et la Somalie, et également le Liban aussi, d'autres États. Et là, maintenant, on parle de programme nucléaire, programme balistique, changement de régime, etc. Et du côté occidental, certains pays qui sont pourtant membres permanents du Conseil de sécurité, censés respecter la paix et la sécurité de le monde, qui évoquent le droit de l'entité sioniste de se défendre. Mahdi a raison. Il y a de quoi se poser des questions sur ce point. Pour moi, l'ONU, je mets les pieds dans le plat. Pour moi, l'ONU ça a succédé déjà à la Société des Nations qui a été remplacée parce qu'elle n'a pas fait son travail pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'ONU ne fait pas son travail de pacificateur mondial. Mais moi, l'ONU est malheureusement aujourd'hui sous diktat de certains lobbies occidentaux, et l'ONU n'a plus le pouvoir qu'elle devrait avoir. L'ONU est forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça tout le drame de l'ONU actuellement. C'est ce deux poids deux mesures constant et permanent, sans mauvais jeu de mots avec justement les 5 membres permanents. Et c'est pour ça que l'Algérie insiste pour la réforme. C'est un drame qui se passe sous nos yeux et qui est favorisé par tout ce qui est médias mainstream à la botte de certains lobbies. Alors, l'ambassadeur Amar Ben Jamal a évoqué les risques d'incidents radioactifs majeurs, comparables à ceux de Tchernobyl. Est-ce qu'aujourd'hui, la crédibilité du système de non-prolifération nucléaire est remise en cause? Mais depuis longtemps, on parle de la Palestine occupée, de la part des barbares sionistes qui viennent d'Europe. Il faut rappeler que c'est les Européens. L'ONU, c'est 3 membres permanents occidentaux contre 2 non-occidentaux, donc ça explique déjà cette mensuétude vis-à-vis de cet État créé par l'Occident. C'est une excroissance occidentale. Il faut éviter le côté juif, machin, ça c'est du baratin. C'est l'Occident au Moyen-Orient, c'est la 9e croisade. Mais c'est des lobbies également. Et c'est la raison pour laquelle tous les lobbies, tout concourt à ça, parce qu'ils sauvent leur petit bébé. Maintenant, il y a 2 choses que je voudrais dire. Les risques nucléaires sont réels parce qu'effectivement, ils ont bombardé Natanz, ils ont bombardé différents sites, mais ils n'ont pas touché en profondeur. Absolument, Machad. Mais ils n'ont pas touché en profondeur. D'abord, une chose où on peut s'enorgueillir de quelque chose de formidable pour l'Algérie, c'est que lorsque le président allemand, le chancelier allemand va téléphoner à l'Algérie, c'est pas pour lui demander. Le président. Parce qu'il va téléphoner à l'Algérie, c'est pas pour leur demander, c'est pas pour la politesse, c'est parce qu'il sait qu'il y a un levier. Parce que l'Algérie est toujours dans une position médiane, elle discute avec tout le monde, avec l'Iran, les Russes, les Américains, sauf les sionistes, et c'est normal parce que c'est des criminels. À côté de ça, la problématique qui se pose, c'est aujourd'hui de se dire, il faut se projeter. Le cancer du Moyen-Orient, et j'utilise le terme à dessein, cet État fabriqué par l'Occident, a détruit la région. Il faut être très clair, avant que ces gens n'arrivent là-bas, il n'y avait pas de guerre. Tout le monde vivait en parfaite intelligence, toutes les religions. Ils sont arrivés, ils ont commencé à métastaser. Ils ont détruit quand même la Suisse du Moyen-Orient. Le Liban, ça a été dit. Ils ont détruit l'Irak, la première puissance industrielle du Moyen-Orient. Ils ont alimenté une guerre entre l'Iran et l'Irak. Ils ont détruit la Somalie, il faut le rappeler. Le Soudan, il faut le rappeler. La Libye, indirectement, ça les a arrangés. Il y a même eu des velléités de menaces sur l'Algérie. Rappelez-vous ce fou de professeur à l'université hébraïque qui commence à dire l'Algérie la prochaine cible, M. Masri. Donc ce M. Masri, il a oublié qu'il faut d'abord passer le cap de l'Iran. Or, l'Iran n'est pas la Libye, l'Iran n'est pas le Liban, l'Iran n'est pas un petit pays. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est une très grande puissance culturelle et industrielle. Et surtout, c'est un pays qui a pris le temps de développer depuis 2000 des systèmes balistiques extraordinaires. Et c'est là que ça devient intéressant.
Parce que le risque nucléaire existe. Mais les Américains disent aux sionistes, ne le faites pas. Les sionistes ont passé outre la parole américaine. Ils n'ont pas voulu les écouter. Ils n'ont pas voulu écouter Trump. Ils ont dit on va y aller, on va l'entraîner avec nous. Et il se trouve que le courant isolationniste aux États-Unis est très fort. Et on a marre d'Israël. Et il se trouve que Trump a donné 2 semaines pour stopper. Parce qu'il sait que dans 2 semaines, ce sera quasiment n'importe quel missile qui passe et qui fait un strike. Donc il faut bien comprendre la chose. C'est que le risque de cet État voyou, Rock State, c'était dit à l'époque par Bush, et on le dit maintenant, cet État voyou est un risque génocidaire, on le sait déjà, mais surtout un risque de faire vraiment des catastrophes écologiques. On appelle ça un écocide. Et il faut comprendre aussi que les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils prennent une leçon. Et aujourd'hui, c'est là où je me sens un peu rassuré, on a ces images qui arrivent de partout. Pour la première fois depuis qu'ils ont créé cet État fantoche, aujourd'hui, les sionistes ont pris une raclée. Le siège du Mossad liquidé, le ministère de l'Intérieur liquidé, des bases industrielles liquidées, le port de Haïfa liquidé, le champ pétrolier palestinien qu'ils ont volé généreusement liquidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils prennent une fessée comme jamais ils ont prise, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, et on peut le dire avec une certaine fierté, Netanyahou, ce criminel de guerre avec Smotrich et Ben-Gvir et puis Galland, donc ces criminels qui sont les Hitler du Moyen-Orient, retiennent, je le dis bien, leur population en otage. Est-ce que vous savez que toutes les rampes de lancement de missiles parlent des villes? C'est pas la périphérie, c'est dans les villes qu'elles sont. Et que les Iraniens les ont détruites. Est-ce que vous savez qu'il refuse le départ de sa population? Il a envoyé ses envoyés à l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, et c'est ça qui est intéressant, ils nous ont vendu l'invincibilité. Ils étaient intouchables. Dôme de fer. Ils avaient tous des abris anti-aériens, ce qui est un mensonge. Je les vois dormir dans le métro, ça fait rire, des abris. Et surtout, des gens ont perdu leur maison. Est-ce que vous croyez qu'un sioniste qui vient d'Europe et qui a une maison en Europe se dit je vais retourner dans une terre où je suis détesté par tout le monde? Est-ce que vous croyez qu'il va prendre le risque sur sa vie, sa peau et sa famille? Eh bien, ces gens-là aujourd'hui, je le dis parce que moi, les populations civiles qui meurent, quelles qu'elles soient, ça m'écoeure. Eh bien, je dis simplement à ces gens-là, vous avez écouté ce fou dangereux, ces génocidaires. Maintenant, vous payez le prix de votre sauvagerie parce que l'Iran est une grande puissance et qu'elle monte crescendo. Je vous laisse regarder les derniers missiles tirés, personne ne les comprend. Avec des trajectoires qui ne sont pas balistiques. Il faut aussi savoir qu'il y a une grande révolte au sein même de la population israélienne et des grandes manifestations pour le départ du génocidaire Netanyahou. Tu as vu, je te coupe 2 secondes parce que c'est un régal ça. Vous avez vu la manifestation de jeunes, qu'ils ont compris qu'ils étaient pris en otage, jeunes israéliens, qui disaient aux Iraniens en anglais on est désolé, we're sorry, arrêtez la guerre, ne nous bombardez plus, voilà où on en est. C'est-à-dire que ça les faisait rire de voir les Palestiniens mourir par milliers, avec des maisons aplaties. Ça les faisait rire de voir les hôpitaux bombardés, 37 quand même. Ça les faisait rire de voir effectivement le massacre des Libanais. Ils étaient à la plage, ils faisaient la fête au moment de l'assassinat de Nasrallah, qui est un chef politique. Mais aujourd'hui, ils rigolent plus. Et c'est là où le changement va se faire. C'est pour ça que j'essaie d'être positif malgré tout. Je pense que cette raclée qu'ils viennent de prendre va changer le paradigme régional. Il faut se rappeler que Netanyahou a dit nous allons remodeler le Moyen-Orient, et c'est lui qui est en train de se faire pâte à modeler. Il y a la prise en otage de la population, pardon, Mehdi. Il y a une prise en otage, pourquoi? Parce qu'il y a une censure militaire qui est imposée. Vous savez qu'il est interdit aux médias de montrer des images, y compris par téléphone. Et on a interdit à Al Jazeera de faire le direct, on a saisi le matériel de TRT, qui est la chaîne turque, et tous les journalistes arabes qui sont accrédités au sein de l'État antisioniste sont soumis à des contrôles et même à des autorisations écrites. Et c'est vrai qu'il y a une fuite massive, parce qu'il est en train de fuir l'antisioniste à travers des embarcations vers Chypre, et beaucoup d'experts dont des chiffres, par exemple depuis 2024, qu'il y a eu au moins 1 million d'habitants de l'entité sioniste qui ont quitté ce territoire. Si ces habitants étaient attachés à cette terre, supposé, parce qu'ils nous disent que depuis 3000 ans, ils ont cette terre, la Judée-Samarie, etc. Pourquoi ils la quittent? Les gens de Gaza, par contre, malgré la famine, malgré les bombardements, malgré le manque de nourriture, malgré les harcèlements, malgré toute forme de violence, ils sont restés à Gaza. Ça veut dire que c'est leur terre. C'est ça la grande différence entre un peuple qui a spolié des terres et d'autres qui sont sur leur terre. Est-ce que vous avez vu aussi le scandale, excuse-moi, le scandale qu'il y a eu quand Netanyahou a fait une déclaration à la presse en disant « Moi aussi je souffre, j'ai dû annuler le mariage de mon fils ». Ça a fait un tollé. Les gens enterrent leurs enfants, les gens enterrent leurs proches, et lui se plaint d'avoir annulé le mariage de son fils à cause de l'Iran. Vous imaginez le décalage névrotique de ce mec. Alors, Monsieur Larad, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est exprimé lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. D'abord, il a comparé Netanyahou à Adolf Hitler, ça c'est acté, mais il met également en garde contre un nouvel ordre, ça explique quoi? Est-ce que vous rejoignez ces propos? Oui, il y a une tentative de remodelage du Moyen-Orient qui est menée par Israël aujourd'hui. Déjà, on l'a vu après la chute de Bachar al-Assad, ils ont élargi les zones qu'ils occupent dans le territoire syrien. Ils occupent encore des zones au Liban et ils essayent de remodeler tout ce Moyen-Orient
selon une paix, entre guillemets, à l'israélienne, qui irait dans le sens de leur intérêt. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on cible l'Iran et au-delà des déclarations officielles de départ qui visaient, soi-disant, à neutraliser le programme nucléaire iranien, on voit que les attaques israéliennes, finalement, commencent à s'élargir pour cibler des zones ou des infrastructures civiles, économiques, politiques, etc. Et le but derrière, c'est d'essayer de déstabiliser le régime pour finalement songer le régime iranien. Et là, on parle de plus en plus du fils de l'ancien Shah d'Iran, Pahlavi, qui s'était rendu en Israël en 2023 au passage. Et on essaye de le vendre comme, de plus en plus, en tout cas dans les médias américains, israéliens, même s'il n'a aucun point réel en Iran. Les Iraniens, dans leur majorité, n'ont pas oublié également que le régime du Shah était un régime autoritaire et ami d'Israël et des États-Unis. Tortionnaire aussi, parce qu'on veut revenir à la révolution islamique. C'est pour ça que ce que disait Condoleezza Rice, qui était l'ancien secrétaire d'État américain il y a quelques années, le remodelage de la carte du Moyen-Orient est en cours, effectivement, vous avez raison. On est en train de jouer la carte des Kurdes, notamment pour au moins toucher 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. On parle de la Syrie, on essaie de balkaniser aussi l'Iran, etc. Et donc, il y a effectivement des tentatives à travers cette pseudo-guerre. Et la carte religieuse, pardon, chiites, sunnites, les minorités, etc. Et donc, c'est un projet beaucoup plus vaste qu'on le pense. Le prétexte du nucléaire iranien, en fait, n'est qu'un prétexte, alors qu'il y a quand même un État, parce qu'il a été déjà menacé, le Pakistan, qui possède la bombe atomique et qui a naturellement s'est solidarisé avec l'Iran, parce qu'il sait qu'après l'Iran, ils peuvent aussi s'en prendre au Pakistan. Moi j'ai une question, pourquoi ils ne s'en prennent pas la Corée du Nord? Elle est lointaine peut-être. Non, c'est l'arme atomique en réalité. Pourquoi ils ne s'en prennent pas la Corée du Nord? Parce qu'ils possèdent l'arme atomique. Moi, la question que j'ai à poser, en réalité, cette intervention israélienne risque finalement d'encourager les États il y aura une prolifération de sanctuariser le territoire. Vadis, j'ai une question pour vous. Qui donne justement le droit à certains pays occidentaux de posséder cette arme nucléaire et ne la donne pas à d'autres? Comment expliquer ce deux poids deux mesures, Baptiste? Alors d'abord, je reviens sur la Corée du Nord, effectivement, qui est intouchable pour la bonne et simple raison qu'elle a cette dissuasion nucléaire. Mais en même temps, c'est l'antithèse, effectivement, de l'entité sioniste, à savoir, elle considère dans ce qu'ils appellent une guerre préventive contre toute puissance régionale qui s'adonnerait à avoir un programme, notamment nucléaire, y compris l'Iran. Mais d'autres pays comme l'Irak, et le narratif de l'Irak à l'époque, où on a compris que c'était en fait c'était factice et c'était complètement une pièce théâtrale organisée de toutes pièces. La Corée du Nord, aujourd'hui, que je sache, ne bombarde pas les autres pays avec son nucléaire. Tout comme l'Iran n'a jamais agressé, il faut rappeler. Deux pays n'ont jamais agressé. Non, mais allons, je dirais, dans la stupidité justement du narratif de l'entité sioniste qui considère qu'effectivement tout pays limitrophe qui détiendrait l'arme nucléaire serait une menace pour la seule démocratie du Moyen-Orient, mais surtout une menace pour le monde. C'est ça ce qu'ils vendent aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure, le récit médiatique, c'est ça. C'est que l'Iran est une menace pour l'Occident. Il s'avère que la Corée du Nord, depuis des années, détient cette arme, et pour autant, elle laisse tout le monde tranquille, elle ne cherche pas des noises, elle ne bombarde pas tous les 4 matins les pays limitrophes, notamment la Corée du Sud. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de hold-up, notamment du récit, parce que qui détient le récit détient la géopolitique, qui détient la géopolitique détient effectivement la guerre. Et aujourd'hui, l'entité sioniste l'a compris à travers une ONU, comme je disais tout à l'heure, aphone, qui n'agit pas finalement, l'ONU qui prévient, mais encore une fois qui ne protège pas, on l'a bien vu. Aujourd'hui, ce que vivent le peuple palestinien et iranien, c'est ce que tolère le monde finalement, quelque part entre parenthèses. Donc oui, il y a un prisme, effectivement, il y a un quitus qui a ce monopole d'ailleurs de l'Occident qui détient ce monopole de pouvoir attribuer ou pas l'arme nucléaire. Mais nous l'avons vu. C'est-à-dire que l'arme nucléaire, au-delà de la dissuasion, c'est aussi reconfigurer l'échiquier et les rapports de force, notamment. Exact. Et c'est ce qui fait défaut, notamment aujourd'hui. C'est là où le bas blesse, notamment pour l'entité sioniste, mais pas que, pour aussi ce que j'ai qualifié les parrains occidentaux de l'entité sioniste, qui justement dans un élan de protection, notamment cette entité sioniste à outrance, puisque je rappelle que l'entité sioniste et son armée, c'est la seule armée au monde qui bombarde et qui évoque la morale en même temps. C'est la seule aussi qui... On parle des civils.
Absolument. Et qui ne déclarent jamais la guerre. Et qui tuent des innocents, et pour autant, Très elle bien. monopolise l'empathie, notamment, et qui interdit en fait la solidarité avec ses victimes. Donc vous voyez bien qu'effectivement, pour le nucléaire, il y a véritablement un modus operandi qui a été établi par l'Occident notamment, pour mettre hors d'état de nuire, c'est même pas affaiblir. C'est-à-dire avoir le monopole de l'arme nucléaire, avoir le monopole de la puissance notamment, et laisser les pays qui, vous l'aurez compris aussi, ce sont des pays en règle générale réfractaires, qui ne sont pas dans la même lignée, dans le sillage de la pensée occidentale, qui veulent monopoliser. Très bien, merci messieurs. On revient dans quelques instants. La suite de notre débat, mesdames et messieurs, sur l'escalade des tensions entre l'entité sioniste et l'Iran. Vous regardez toujours Hebdo Show et Monsieur Larald est toujours avec nous autour de la table. Alors, je reviens vers vous justement. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que ces manœuvres de l'entité sioniste donc sur l'Iran sont destinées à détourner l'attention de ce qui se déroule à Gaza ? Oui, il y a cet élément. Je veux dire, le temps choisi pour attaquer l'Iran permet à Israël finalement de détourner le regard de la communauté internationale sur ce qui se passe à Gaza. Là, dans l'actualité, dans les médias internationaux, on ne parle plus de Gaza aujourd'hui. Ça permet également à Israël finalement de faire capoter la conférence internationale qui allait être organisée, qui avait pour but finalement de reconnaître, en tout cas certains États européens laissaient présager qu'ils allaient reconnaître l'État palestinien d'une manière officielle. Donc on voit avec cette attaque, ça permet également de Netanyahou de sauver son gouvernement, parce qu'il y avait une menace de voir son gouvernement tomber. Et donc avec cette attaque, il a fait 3 coups en réalité assez stratégiques par rapport à leur vision et cette volonté de faire échouer la reconnaissance de l'État palestinien sur le plan international et faire oublier qu'il y a un génocide en cours à Gaza. L'entité sioniste agresse et attend que les États-Unis les soutiennent. Et d'ailleurs, le président Trump, vous aurez remarqué qu'il avait fait beaucoup de déclarations. Et là, hier, il y a eu le mot, il parlait du Nobel de la paix. Est-ce que je peux avoir le Nobel de la paix ? Parce que il se trouve que les États-Unis ont parrainé des accords de paix, notamment entre l'Inde et le Pakistan, entre la Serbie et le Kosovo, et également, ce qui est nouveau, entre la RDC, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y aura une signature de ce d'accord le lundi 23 juin. Ça veut dire que maintenant, Trump se présente comme un homme de paix. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de difficultés pour que les États-Unis s'engagent militairement, bien qu'ils soient engagés autrement. Parce que l'entité sioniste est soutenue par les services secrets CIA, par les services secrets britanniques, par les couvertures satellites, etc. Mais ça, c'est pas nouveau. On le sait depuis très longtemps. Mais l'entité sioniste, maintenant, le défi, là, c'est eux-mêmes qui le disent. Ils craignent une usure. Parce qu'ils ont en face, comme le soulignait Kamel tout à l'heure, un État qui est capable de se défendre. Personne n'a fait le calcul des missiles balistiques. Des missiles balistiques qui ont frappé, qui ont touché des cibles militaires. L'Iran ne cible pas les civils, et Gabal aussi a raison de parler de ces missiles anti-aériens qui sont implantés à l'intérieur des quartiers résidentiels, quartiers habités. On nous disait, Hamas, Gaza était accusé d'avoir utilisé comme des boucliers humains, alors que même et les utilisent. Donc la grande question, c'est que cette guerre, jusqu'à quand va se continuer? Est-ce que finalement Netanyahou n'est pas tombé dans son propre piège en lançant à chaque fois des offensives et des attaques? Et parmi les cibles ciblées, par exemple, je voulais citer cette cible parce qu'elle est importante, c'est l'Institut Weizmann. Cet institut, il est connu pour être le bras scientifique de l'armée sioniste. C'est lui qui fournit les guerres. C'est lui qui fournit les guerres bactériologiques, les armes chimiques, les armes biologiques, etc. Et donc l'Iran, dans ses choix, il y a un choix bien étudié. Maintenant, comment arrêter la guerre? Les concertations de ces dernières 24 heures soulignent la nécessité d'aller vers les négociations. Mais comment négocier avec l'Iran? On lui demande de démanteler son programme de missiles balistiques, on lui demande de démanteler son programme nucléaire, etc. etc. Et on passe pourquoi il n'y a pas de comptes qui sont demandés à l'entité sioniste qui a elle-même des missiles et également des programmes nucléaires. Donc c'est effectivement
l'Occident, Mahdi parlait tout à l'heure de l'ONU, de l'Occident. L'Occident est face à une grande crise immorale, crise morale plutôt. Il sait que maintenant, il va falloir faire des choix, s'aligner sur le droit international ou s'aligner sur la bureaucratie, sur les criminels de guerre. Bassam Al-Arraj, est-ce que vous rejoignez les propos de Faisal Oui, lorsqu'il dit que Donald Trump n'ira pas jusqu'à engager l'armée américaine? Ça, je ne sais pas, parce qu'il est évident que Netanyahou n'a pas pu mener cette opération sans l'aval, le feu vert américain. Ça semble une évidence. Il ne va pas prendre le risque de se mettre à dos le président américain, mais ils n'ont pas nécessairement le même objectif et le même intérêt. Pour Netanyahou, il essaye de manipuler Trump pour le faire entrer dans ce conflit, parce qu'il sait qu'il n'a pas la capacité militaire de mettre fin d'une manière définitive au programme nucléaire iranien, notamment l'installation de Fordow. L'armement israélien n'a pas la capacité de détruire cette installation. L'américain, on ne sait pas, on parle de la mégatonne. Une seule bombe peut-être ne suffirait pas. 80 mètres, elle a 800 mètres sous terre. Exactement. Et la capacité de cette bombe, c'est 60 mètres. Donc c'est pour ça qu'on parle peut-être de 2 bombes, mais bon, c'est pas très clair. Et donc de l'autre côté, le président américain, je pense qu'il utilise Netanyahou pour arriver à sa fin, toujours peut-être dans cette idée d'arriver à un accord de paix, et dans le sens où c'est une manière pour lui d'exercer une plus forte pression sur les Iraniens pour les pousser à accepter un accord sur le nucléaire qui irait dans le sens américain, selon la vision américaine, et donc sans l'enrichissement de l'uranium localement, ce qui a été refusé de manière catégorique par les Iraniens. Donc c'est un double jeu en réalité. Et donc, par rapport à est-ce qu'il y aura une intervention américaine, pour le moment, c'est pas clair. Je pense que si Trump considère qu'il ne peut pas arriver à un accord avec les Iraniens, cette hypothèse reste valable. Et on voit qu'il y a une préparation de l'opinion publique américaine. En réalité, lorsqu'il dit qu'il demande aux Iraniens une reddition et donc de lever le drapeau blanc, tout en sachant que les Iraniens ne peuvent pas accepter une telle condition. Jamais ça, bien sûr. Donc c'est une manière aussi de dire de l'autre côté que voilà, moi j'ai essayé d'arriver à un accord de paix et que les Iraniens refusent, donc ils nous poussent finalement à intervenir. Sachant qu'il y a une partie de l'opinion publique américaine qui l'a soutenu, le mouvement MAGA, qui s'oppose catégoriquement à une intervention militaire américaine. En tout cas, ce qu'on retient, Badis, justement, je me tourne vers vous, ce qu'on retient, c'est un large mouvement du côté américain dans la région. Absolument. Et d'ailleurs, ce mouvement-là, en fait, privilégie America First. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'inscrivent pas du tout dans une guerre, je dirais par procuration, et en sous-traitance qui n'ont pas voulu. Puisque c'est ça, Donald Trump d'ailleurs, effectivement, fait plusieurs postes dans la journée, parfois contradictoires, parfois cohérents, parfois incohérents. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il n'y a pas de lecture claire, notamment, de ce conflit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le dôme de fer a des allures de dôme de papier, de dôme de carton. Voilà. Et c'est la nouvelle donne de ce conflit, effectivement. Peut-être qu'il y a une erreur d'évaluation et d'estimation, notamment de l'Iran, de ses capacités militaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis sur un principe très simpliste. L'Iran, depuis des années, est sous embargo. L'Iran, depuis des décennies, est sous blocus. Donc, elle est forcément affaiblie. Ça a créé l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a encouragé une dynamique de production locale, interne. Shihab, Sigil et autres, tous y compris les missiles hypersoniques, ont été produits d'une manière locale. Locale avec une technologie performante. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que, avant même le début de cette guerre, l'entité sioniste s'est attaquée d'abord aux chercheurs, aux scientifiques notamment du nucléaire, aux scientifiques iraniens, pour anéantir les velléités surtout, mais la technologie iranienne qui aujourd'hui a fait toute la différence. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des missiles qui atteignent leur cible sur le territoire sioniste, les territoires occupés notamment palestiniens. À l'époque, c'était 95-98%, notamment de taux de réussite, notamment par rapport aux missiles anti-aériens. Je rajoute à cela aussi cette pénurie, notamment des missiles anti-aériens. Et d'ailleurs, c'est là où je rejoins. Effectivement, les États-Unis est venu à la rescousse avec un chargement qui a été acheminé il y a 2 jours, effectivement. Mais encore une fois, cela sous-entend qu'aujourd'hui, les États-Unis révise sa feuille de route, notamment avec un Donald Trump qui est tiraillé, effectivement, entre cette bienveillance, cette coopération, ce soutien indéfectible, idéologique et même dogmatique des États-Unis, historique envers l'entité sioniste, et en même temps envers une guerre qu'il n'a pas demandé, une guerre qui peut lui coûter aussi, politiquement parlant, notamment des lacunes et des défaillances. On rappelle qu'il a souvent dit qu'il ne voulait plus que les États-Unis soient le gendarme du monde du Moyen-Orient. Vous savez, Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre, contrairement à ses prédécesseurs. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans la transaction.
qui est plutôt dans la politique du business. Notamment, c'est du donnant-donnant. Or, aujourd'hui, il voit qu'effectivement, cela peut l'engager dans un bourbier, à ne pas en finir. Effectivement, il veut éviter les erreurs de ses prédécesseurs, l'Irak, l'Afghanistan et autres, en essayant de minimiser effectivement son engagement. C'est un engagement qui reste... Il était contre la guerre. Exactement, c'est là où je veux en venir. Il a cette phobie de ne pas vouloir ressembler à ses prédécesseurs, y compris notamment du va-t-en-guerre. Donc lui, c'est pour ça d'ailleurs il se targue de dire je n'ai pas de prix Nobel, parce qu'il se voit effectivement comme un pacifiste, comme quelqu'un, un homme de paix, un homme de dialogue. Mais AIPAC et lobby juif sioniste obligent, il est obligé de s'inscrire notamment dans cette dynamique de soutien. Sauf que le soutien aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est sur des sables mouvants, puisqu'encore une fois, il suffit juste de revenir sur sa dernière déclaration qui dit « Donnons-nous 2 semaines pour réfléchir ». Les sionistes, les Israéliens n'ont pas 2 semaines pour tenir, parce que vous avez face de vous un Iran qui peut s'inscrire dans une guerre d'usure, une guerre de long terme, donc il a largement et le temps et les moyens et les outils pour pouvoir justement mettre à genoux cette entité sioniste. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut rajouter. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez par rapport à Trump qui aurait donné son aval. Je pense que, parce que c'est beaucoup plus flou. Trump, effectivement, s'inscrit dans la logique de on ne va pas en guerre, c'est vraiment l'isolationnisme américain. Mais je pense que Netanyahou, qui est un type qui n'écoute personne et qui est détesté par tout le monde, en vérité, il représente une chose, mais lui, il est détesté. Netanyahou a fait un pari de forcer la guerre en disant on va entraîner l'Amérique avec nous. Et la problématique aujourd'hui, je ne dis pas dans le mar de café, mais on sent bien que Trump, il est sur deux coups à coup. On y va, on n'y va pas. Là, quand il dit par exemple 2 semaines, c'est un suicide pour les sionistes. Parce que la faute des sionistes, c'est d'avoir sous-estimé l'Iran de façon incroyable. Et surtout, il faut voir le rapport. Les Iraniens maîtrisent le ciel, ont des satellites espions, ont parfaitement cartographié le territoire et ont surtout développé quelque chose que personne n'attendait. Parce que les sionistes n'ont pas cru à cela. C'est les missiles hypersoniques Mach 1, 2, 3. Bref, des choses incroyables qu'ils n'attendaient pas. Aujourd'hui, leur dôme de fer, ce dôme de carton, c'est un carton effectivement. Et ce qui se passe, je pense que Trump, parce que c'est de l'arrogance toute naturelle de Netanyahou, Trump a dit il va prendre une leçon. Et il va arriver en bout de course pour essayer de négocier. Mais aujourd'hui, le remodelage du Moyen-Orient voulu par Netanyahou est un échec, puisqu'évidemment, maintenant, quand on voit l'état de son territoire, on se pose des questions. Et surtout, l'idée de se dire le grand Israël, superpuissant, invincible, intouchable, n'existe plus. Ça a fait long feu. Et ils ont un retard. Non seulement les sionistes ont un retard sur les hypersoniques, mais les Américains sont en retard. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le lead, c'est qui? C'est les Russes, les Chinois et les Iraniens. Et on n'attendait pas les Iraniens au niveau des Russes et des Chinois. C'est en cela que je dis, moi je pense que le pari fait par Trump, c'est quoi? C'est un homme qui se rêve prix Nobel, effectivement, parce qu'il a tenté la paix. Rappelons-nous quand même, de sa première mandature, les accords d'Abraham, lui, c'est l'obsession, c'est la paix par l'argent. C'était une négociation. Bon, il voit que ça ne marche plus. Et aujourd'hui, il se retrouve avec un Netanyahou qui, de toute façon, est fini politiquement, qui va devoir finir une guerre bon an, mal an, avec des Iraniens qui iront jusqu'au bout. Et quand Badis dit très justement, l'Iran a le temps pour lui, c'est quoi? L'Iran a fait 8 ans de guerre contre l'Irak. Il avait le monde entier contre lui, ils ont tenu. Avec le monde entier sans armes. Tout à fait. Donc en cela, ils tiendront. Et puis surtout, ils ont voulu fragmenter la société iranienne, ça a été un échec. Quand on frappe un pays, ça n'existe pas d'ailleurs, quand on frappe un pays, tout le monde se met avec son dirigeant. Patriotique. Voilà, c'est un mouvement patriotique très puissant, qu'il soit islamiste ou qu'il soit nationaliste. Les Iraniens ont développé l'islamo-nationalisme, donc c'est fait un mix des deux. Ils sont sortis du paradigme ultra-religieux pour faire alliance avec de grandes puissances. Donc je pense que là-dessus, on verra dans les semaines qui viennent. Je pense que Trump peut nous surprendre, dans le bon sens comme dans le mauvais, mais je pense qu'il y a plus de chances de bon sens. Après, il faut rappeler que Trump a salué immédiatement les opérations israéliennes en disant qu'Israël faisait du bon travail. Donc c'est ça, de mon point de vue, qui montre qu'il y avait un feu vert, une acceptation. Vous ne pensez pas que c'est la méthode Coué? Parce que je pense que personne ne pouvait espérer une totale réponse de l'Iran comme elle a eu lieu. Tout à fait. C'est pour ça que je disais, il utilise les Israéliens en réalité pour avoir un accord sur le nucléaire. Non, je pense qu'il utilise la méthode Coué pour dire tout n'est pas perdu, on peut négocier encore, ne vous inquiétez pas, vous sortirez par la grande porte. Aujourd'hui, les guerres se gagnent par les médias. Je ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, la guerre médiatique est perdue. C'est clair. Pour Israël. La guerre médiatique avec Gaza déjà là-bas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont attaqué les premiers. Là, on parle sur le plan de vue de l'Iran. Ils ont attaqué les premiers et pour eux, ça allait être fait en 24-48 heures. Tout à fait. Et ils sont tombés sur un os qui n'arrive pas. La démystification de l'invisibilité, israélienne a été totale. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui habitaient sur les territoires occupés et qui ne pensaient pas que c'était un pays en guerre. Parce que la guerre se faisait hors de leur territoire. Aujourd'hui, ils sont impactés par la guerre. La résilience
n'est pas la même en Iran, n'est pas la même à Bagdad, n'est pas la même à Damas, qu'est la même à Tel Aviv. Exactement. Et dites-vous une chose, que dans tous les conflits du monde, peu importe l'intensité des combats, il y a toujours des négociations qui se font en off. À tout moment du conflit. Ça a été même dit aujourd'hui que Aujourd'hui même, des voilà. négociations. Aujourd'hui même, ça Iraniens, c'est pas du off, c'est ce qui a été déclaré aux médias. Mais dès les premiers jours, dès les premières détonations, les négociations ont commencé. Et c'est ça qui est important, c'est de pas, je le dis, face caméra, c'est de ne pas, en quelque sorte, perdre le premier. Celui qui arrête le premier, c'est lui qui a perdu. Ouais, c'est pour ça le facteur temps en réalité. Exactement, le facteur temps est très dans- important pour l'un comme pour l'autre. La diplomatie n'est jamais rompue au fait en temps de guerre, effectivement, comme tu le dis à juste titre, Mehdi. Il faut rappeler aussi que le rapport de force contribue notamment dans ces négociations. Rappelez-vous, avant-guerre, avant l'attaque, l'agression notamment de l'entité sioniste, on était dans des négociations entre les États-Unis et l'Iran via Oman comme médiateur. On commençait à avoir certaines avancées, effectivement. La divergence sur le taux d'enrichissement ou un enrichissement externalisé à l'extérieur, mais on avait une lueur d'espoir. Il y avait une acceptation de l'idée d'enrichissement. Absolument, qui a été anéantie, et là aussi peut-être le timing et la volonté notamment de l'entité sioniste à vouloir effectivement phagocyter, saboter, de la faiblesse régionale de phagocyter, absolument, pour rencontrer les régionaux. Absolument, le chaos organisé, ce qu'on appelle le chaos organisé. Mais encore une fois, les États-Unis aujourd'hui, je pense, Donald Trump et ses conseillers de l'État profond lui conseillerait davantage de ne pas s'immiscer dans le sillage d'un Netanyahou suicidaire, je rappelle. C'est quelqu'un... Il joue son va-tout, de toute façon. Mais en tout cas, Badis, on rappelle également que l'USS Nimitz, donc un porte-avions, le porte-avions le plus puissant des USA, est dans la région. Dans la région, et pour cause. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, nous avons... Absolument. Nous avons, les États-Unis aujourd'hui a des intérêts dans la région, donc des intérêts notamment de base militaire. Et les B2 ont envoyé Diego Garcia aussi dans le Pas uniquement Badis, il ne faut pas oublier aussi le détroit d'Ormuz, où Non, passe 20% des capacités énergétiques. Laissez-le finir juste pour... J'y viens justement. Donc elle a des intérêts notamment militaires, des intérêts effectivement économiques et géoéconomiques avec ses partenaires aussi. Donc, mais les États-Unis, encore une fois, je me répète, ne veut pas reproduire le recyclage du schéma qui a été fait pour l'Irak. Or, aujourd'hui, l'entité sioniste, c'est exactement ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire reproduire ce modus operandi, notamment l'Irak. Nous avons vu les conséquences. Le discours de ce Netanyahou lui-même en 2000 à l'ONU, qui disait effectivement, qui expliquait que l'Irak détenait cette bombe et que l'Iran effectivement est la prochaine. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de cercle d'accointance idéologique et dogmatique, mais par contre les États-Unis aujourd'hui marchent sur des œufs. Les États-Unis aujourd'hui ne souhaitent pas ouvrir un nouveau front, notamment qui puisait sous la houlette d'un président qui n'affectionne pas la guerre. Beaucoup disent que s'il y a intervention américaine, elle sera limitée, mais même si elle est limitée, ça va engendrer nécessairement une réaction iranienne et donc un risque d'embrasement. Très bien, messieurs. Alors il faut qu'on rappelle également que 20 pays arabes et musulmans, dont l'Algérie, ont condamné l'agression sioniste sur l'Iran. Et dans la liste, c'est sans surprise qu'on ne retrouve pas le royaume du Maroc. Absolument, parce que le Maroc a signé ce qu'on appelle dans le cadre des accords d'Abraham, l'accord de normalisation des relations en 2020, et qu'à ce titre, le Maroc se considère comme allié de l'entité sioniste. D'ailleurs, ces derniers temps, le royaume est en train d'accorder, de distribuer des passeports pour les Israéliens, pour leur permettre de voyager librement dans le monde arabe. Donc l'alliance est allée très très loin. Et d'ailleurs, nous apprenons... Les passeports marocains. Oui, les passeports marocains, oui. Nous apprenons aussi que ces derniers jours, le mercredi 18 juin, le Maroc a réexpédié parce que Mehdi parlait de missiles anti-aériens, parce qu'il y a une pénurie. C'est vrai que la dôme de fer et le système Arrow a montré ses limites face aux missiles balistiques et hypersoniques iraniens. Le Maroc a réexpédié une cargaison de missiles Barak MX ou Barak 8. C'est un système antimissile sophistiqué qui a été acheté pour la somme de 500 millions de dollars par Rabat à Israël, et l'entité sioniste a besoin de ces armes, donc elle les a vendues au Maroc, mais elle les a récupérées pour souligner un peu le degré de complicité entre le régime de Rabat et l'entité sioniste, parce qu'il y a aussi même des aides qui arrivent ou des ronds-points
l'aéroport à travers l'aéroport de Ben Gourion, qui est officiellement fermé, mais quand même il y a des avions qui atterrissent, notamment qui viennent donc du royaume du Maroc. Alors au moment où le monde entier, ou presque le monde entier dénonce l'agression iranienne, l'agression sioniste contre l'Iran, il y a des pays, vous l'avez souligné Nouhat, qui n'a pas signé le communiqué des 20 pays arabo-musulmans qui dénoncent l'agression, et un pays qui donc continue de soutenir d'une manière ou d'une autre l'entité sioniste. Badis, sans compter qu'il y a énormément de chefs militaires israéliens qui se sont rendus au Maroc ces derniers temps. Tout à fait. Non, mais j'aimerais revenir sur un fait très important, effectivement. Faisal, tu le soulignes. C'est une information quand même de la plus haute importance et elle est très stratégique, elle est très révélatrice. De sources informées, effectivement, l'entité sioniste décide d'une manière unilatérale de retirer, je dis bien, et réacheminer ses antimissiles vers l'entité sioniste, effectivement. Et surtout, comme tu l'as dit à juste titre, dans le cadre de la normalisation des accords d'Abraham, avec cette espèce de illusion sécuritaire, notamment puisqu'aujourd'hui, le Merzen le vit dans sa chair, puisque c'est une humiliation, notamment de ce Merzen, qui découvre finalement que le Maroc a acheté des missiles, mais a vendu sa dignité. Oui. D'accord. Et puis surtout aussi, il apprend à ses dépens que l'entité sioniste ne protège pas ses alliés, elle les expose aujourd'hui, puisqu'ils sont dénudés, ils sont effectivement sans défense. Elle les utilise, effectivement. Et je dirais aussi à travers ce geste fort, qui est un jalon quand même important, dans le cadre de ce qui a été vendu, de ces accords d'Abraham qui assurent sécurité, croissance, essor, rayonnement des pays normalisateurs. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, quand on pactise avec un occupant, on prépare déjà l'occupation de son propre territoire et le Merzen l'a compris à ses dépens. Intéressant de rappeler le niveau de panique. Il ne faut pas perdre de vue, c'est important. Parce que le Maroc était le petit chéri des sionistes qui, soi-disant, à un moment donné, menaçaient l'Algérie. Ils sont en train de dénuder le Maroc de systèmes de défense hyper élaborés qu'ils ont payés, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ça. 500 milliards de dollars. 500 milliards. Mais surtout, ils ramènent ça là-bas. C'est vous dire à quel point ils n'en ont plus les moyens. Parce que ces missiles sont difficiles à fabriquer et coûtent cher. Il faut noter aussi, Nouhat, qu'il y a des manifestations au Maroc depuis un certain temps contre la normalisation. C'est pratiquement quotidiennement. Évidemment, ça ne paraît pas dans les médias mainstream, etc., y compris les médias marocains. Et il faut souligner aussi qu'au Maroc, la situation sociale est très difficile. L'économie marocaine passe par des moments très, très difficiles. Et c'est la population qui en souffre. Et on voit dans les images comment ces manifestations dénoncent la normalisation, parce qu'il y a le peuple marocain n'est pas forcément avec le palais royal qui a pactisé avec le diable. Et il y a cette information qui vient de tomber également. L'Iran qui a annoncé qu'il bombarderait tous les pays qui voudrait aider donc l'entité sioniste. Une dernière question pour vous, Monsieur Larladj. Le Maroc complice décomplexé de l'entité sioniste? Depuis la signature des accords d'Abraham, c'est effectivement l'ensemble des États arabes signataires de ces accords ont renforcé leur coopération militaire avec Israël. Et les derniers chiffres liés aux exportations d'armes israéliennes dans le monde montrent qu'il y a un certain nombre de pays arabes, notamment le Maroc, qui ont apporté beaucoup d'armes d'Israël. 24 milliards pour donner le chiffre, c'est 24 milliards. Sans oublier également que les chefs militaires, donc ces criminels, se sont rendus en masse au niveau donc du royaume du Maroc. Ils ont vraiment défilé, on les a vus. On l'a vu, nous, dans nos informations, contrairement aux médias mainstream qui ne le racontent pas. Rapidement, juste pour damer le pion encore une fois à ce Merzen qui finalement n'a pas ni de dignité ni d'honneur, je rappelle que ce même Merzen achemine des aides humanitaires à l'entité sioniste pendant cette guerre. C'est honteux, ça. Sans parler effectivement qu'il était un peu une zone de transition, effectivement de fret maritime pour les armements, alors que certains pays occidentaux l'avaient refusé. Donc c'est juste pour un peu contextualiser la gravité, la dangerosité de ce accord. Grandes manifestations dans les rues marocaines. Le peuple marocain est opposé. D'ailleurs, la société civile marocaine, elle est non seulement contre cette normalisation au lendemain de sa signature, mais elle est aussi contre cette hégémonie, notamment de l'empire, du royaume du roi notamment, qui a, je rappelle que son Premier ministre est un multimilliardaire, en dollars, pas en dirhams. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce
décorrélation entre la haute sphère gouvernante et le petit peuple finalement qui aujourd'hui est au bord notamment de je dirais, l'explosion et l'implosion sociale, puisqu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas de manifestation pour le peuple palestinien. On soutient effectivement et contre la normalisation, mais surtout aussi pour réclamer les droits les plus fondamentaux, à savoir vivre dignement, vivre sereinement dans un territoire qui finalement a été, je dirais, vendu, bradé. Parce que vendu, on a une contrepartie, c'est bradé pour l'entité sioniste qui aujourd'hui jouit justement de ce territoire. Et une dernière information importante qui vient de tomber, donc qui vient d'être relayée par les médias iraniens. La 19e salve de missiles balistiques et de drones a été tirée vers les territoires palestiniens occupés. Elle cible les régions du nord et du sud. Mesdames et messieurs, restez avec nous, on revient dans quelques instants. C'est la dernière partie d'Hebdo Show, mesdames et messieurs. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nourad. Bonsoir Nariman. Comment ça va Nariman? Tu vas bien ce soir? Qu'est-ce que tu vas nous raconter ce soir? Attendez Mahdi, c'est moi qui présente, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous Mahdi. Je rappelle mesdames et messieurs que monsieur Bassem Larad, donc expert en relations internationales, est toujours avec nous sur le plateau. Nariman, alors ce soir vous avez décidé de nous parler de création artistique avec le prix du président de la République pour les jeunes créateurs, alias le prix Ali Maachi. Exactement, moi qui suis une artiste dans l'âme, je vous emmène à la rencontre d'un prix qui porte un nom lourd de sens et de mémoire, le prix Ali Maachi, une distinction emblématique qui rend hommage à la jeunesse créative algérienne. Alors samedi dernier, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, c'est le Premier ministre Nadel Arbaoui qui avait présidé cette cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste. Alors petit point histoire pour mieux comprendre le contexte. Ali Maachi, c'est pas juste un nom qu'on peut lire sur une plaque ou dans un manuel d'histoire. C'est un jeune poète militant, combattant de la liberté qui a été exécuté à l'âge de 27 ans seulement par les forces coloniales françaises le 8 juin 1958 plus précisément. Et son engagement a donc fait de lui un symbole, celui de la jeunesse qui s'exprime, qui lutte et qui rêve. Et justement, ce prix, c'est la reconnaissance de cette jeunesse qui continue à faire vivre cet esprit à travers l'art. On l'a vu, on le voit d'ailleurs sur ces images, chaque année, des centaines de jeunes artistes algériens, des poètes, des cinéastes, des vidéastes, des photographes, etc., participent à ce grand rendez-vous culturel qui met à l'honneur la créativité sous toutes ses formes. Et c'est donc une main tendue par l'État, mais aussi par la société à ces talents émergents. Et à travers cette diversité, chaque édition nous rappelle à quel point l'Algérie, elle regorge de jeunes talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Alors oui, au-delà de la cérémonie officielle des prix, ça reste aussi une très belle déclaration d'amour à la jeunesse et à la culture. C'est aussi une invitation à ne jamais cesser de créer, de croire, de s'indigner, d'espérer, exactement à la manière du Shahid Ali Maachi. Et Faisal, c'est donc un prix qui revêt une grande importance pour les milieux créatifs algériens. Absolument, c'est le prix du président de la République Ali Maachi. Ali Maachi, effectivement, c'est le premier artiste tué, assassiné par le colonialisme français dans la région de Tiaret. La journée nationale de l'artiste, c'est le 8 juin, d'ailleurs c'est la date de son martyr. Ouais. Et effectivement, c'est un moyen pour l'État d'encourager les jeunes créateurs dans tous les domaines. Vous l'avez évoqué, Nariman, dans le domaine des arts vivants, des arts visuels, dans la littérature, etc. Et souvent, les œuvres primées au prix Ali Maachi, ils sont suivis et ça devient des projets. Puis on va avoir des livres qui vont sortir, des pièces théâtrales montées, des films réalisés. Et ça, c'est un moyen aussi d'encourager les jeunes à continuer, parce qu'on parle de la jeune création. Et c'est vrai que les jeunes Algériens, nous l'avons souvent dit dans cette émission, sont très créateurs dans tous les domaines. Et Badis, c'est aussi une consécration qui permet de rehausser l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle une diplomatie douce, une diplomatie culturelle. Et surtout, ce prix, notamment du président de la République, marque l'engagement, notamment de l'État, envers cette jeunesse artistique, notamment nationale, mais surtout aussi un autre phénomène, puisque en filigrane, ce qu'on voit à travers cet artiste et lui rendre hommage à travers ce prix, c'est effectivement intégrer l'artiste algérien aujourd'hui, notamment le jeune, dans une tradition de militantisme culturel. C'est-à-dire que l'artiste aujourd'hui algérien,
au-delà de faire rayonner ses œuvres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il doit rayonner aussi ce qu'il incarne, ce qu'il illustre, à savoir l'identité de notre Algérie et la défendre à travers ses œuvres. Le soft power artistique, c'est un atout important pour le rehaussement de l'Algérie. Exactement, et on voit beaucoup de pays en réalité qui ont réussi à s'imposer sur la scène internationale grâce à leur soft power. Le Japon, la Corée du Sud, c'est pas des puissances nucléaires dans le sens militaire, etc. Et donc ils arrivent à imposer leur culture sur la scène internationale. Les Américains, dans l'autre sens, c'est grâce à leur soft power, notamment dans le domaine cinématographique, qu'ils ont réussi à imposer l'image de l'Amérique toute puissante sur la scène internationale. Avec tous leurs films à Hollywood, à la fin, le mot de la fin, c'est les États-Unis qui gagnent. Exactement, et donc ça marque l'inconscient des gens. Exactement. Tous ces films, l'Independence Day, exactement. Tous les films. Et donc l'Algérie a tout intérêt à développer son soft power sur la scène internationale, et surtout qu'elle a les moyens de le faire à travers ses artistes, etc. Voilà, ici le prix Ali Maachi nous rappelle que l'art et la culture sont des moteurs d'avenir. L'événement Alger, capitale de la culture hassaniya 2025, nous rappelle, lui, que nos racines, elles sont multiples. Ce matin, le ministre de la Culture et des Arts, Zoher Bellelou, a réaffirmé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria la profondeur des liens qui lient l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara occidental. Une célébration qui met donc à l'honneur un patrimoine parfois méconnu, mais ô combien précieux, celui des peuples du désert. Alors la culture hassaniya, c'est bien plus qu'une tradition folklorique. C'est tout d'abord une langue nord-africaine qui démarque la culture sahraoui d'une part en déconstruisant la narrative coloniale marocaine et qui fait aussi la jonction entre l'arabe et le berbère, l'amazighiya. Et donc en accueillant cette manifestation, Alger offre à cette culture une reconnaissance, une visibilité et une place dans la grande mosaïque identitaire de notre pays, parce que oui, l'Algérie, elle est multiple, elle est méditerranéenne, elle est amazighe, elle est arabe, elle est saharienne, elle est africaine, elle est donc carrefour. Et cette pluralité n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une richesse qui fait la beauté profonde de notre patrimoine, Faisal. Effectivement, parce que l'anthropologie coloniale occidentale a tout fait pour effacer certaines spécificités culturelles et linguistiques du monde africain, parce qu'on peut parler du monde africain. L'Afrique est un immense monde, et il se trouve que la culture hassani, l'Hassaniya, elle existe dans 3 pays de l'Afrique du Nord: l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara occidental, la République arabe sahraoui. C'est une immense culture qui est millénaire, Nariman. Vous savez que la Mauritanie est souvent appelée le pays des 1000 poètes, 1000 millions sha'ar. Et la plupart écrivent en hassani. Hassani, effectivement, c'est une langue qui est un mélange d'amazigh et d'arabe. Et c'est une langue qui a aussi ses particularités. La culture hassani existe dans une part du sud-ouest algérien. Il y a aussi même des poètes qui l'écrivent. Et Nouakchott a été l'année passée la capitale de la culture hassani. Cette fois-ci, c'est l'Algérie. Parce que la hassani en Algérie est un élément vivant de notre culture. Les variants linguistiques en Algérie sont très nombreux. Vous savez que c'est 13 à 14 variants, notamment amazigh, et il se trouve que cette hassaniya s'est accompagnée aussi par des traditions sociales, des traditions culinaires, etc. D'où cette manifestation qui est à mon avis très importante. Et d'ailleurs, M. Al-Hussein Ould Meddo, qui est le ministre de la Culture mauritanienne, a souligné l'importance de la culture dans la consolidation des rapports entre les peuples et les États. Et vous savez que nous avons des relations stratégiques avec le voisin mauritanien dans les domaines économiques, politiques, diplomatiques, etc. Et maintenant, la culture, M. Bassem parlait du soft power. Oui, la culture, la langue, c'est aussi un vecteur important pour la diplomatie. Ça consolide aussi les rapports entre les États et les peuples. On va faire ça juste rapidement, si c'est une réponse à ceux qui doutaient de la civilisation algérienne. Donc que là, nous avons effectivement un ancrage identitaire, nous avons une profondeur africaine, sahélienne, qui dénote justement cet ancrage, l'Algérie comme carrefour culturel du monde et de l'Afrique, en l'occurrence. Et ça rappelle aussi, Faisal, les liens historiques et culturels entre l'Algérie, la Mauritanie, le Sahara occidental, notamment les liens de lutte partagés entre ces pays. Oui, parce que le Sahara occidental est un territoire à décoloniser. Vous savez que la commission 4 des Nations Unies s'est réunie il y a quelque temps à New York pour évoquer aussi ce dossier, parce que pour certains, on a oublié ce dossier, parce qu'il y a souvent des dossiers qui sont oubliés, on veut les faire oublier. Le peuple sahraoui vivant avec sa culture, Hassani entre autres, avec ses arts, son art culinaire,
culinaire, par ses costumes, etc. Et ce genre de manifestation, ils ont un aspect culturel, artistique, intellectuel, parce que je pense qu'il y a un colloque très important avec beaucoup d'universitaires qui viennent de Mauritanie et du Sahara occidental qui se tiendra à Alger dimanche 22 et lundi 23, qui va donc être... il y aura des recommandations pour consolider ces rapports. Et effectivement, ça pose aussi la question de la nécessité de lutter contre toutes les formes de colonisation, dont le colonialisme marocain qui continue à renier ou à ne pas reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et Mahdi, je pense que vous le savez bien mieux que moi, la culture, ça se savoure aussi dans les assiettes. On va finir cette séquence avec une nouvelle consécration culinaire pour l'Algérie. Mahdi, on est visé. Ah, j'ai dit Mahdi. Hein. L'ouvrage de Yasmina Sellam, Couscous, racines et couleurs d'Algérie, publié aux éditions ANEP, vient de remporter un prix international prestigieux, le Gourmand Cookbook Award. Alors en gros, c'est l'équivalent des Oscars, mais c'est pour les livres culinaires. Et c'est un concours qui récompense chaque année les meilleurs ouvrages gastronomiques du monde entier. Et cette année, c'est l'Algérie qui a rayonné grâce à ce livre. Alors, parce que le couscous, on le sait, c'est pas juste une recette, c'est une histoire, c'est une mémoire, une culture, et c'est exactement ce que nous rappelle cet ouvrage de Yasmina Sellam. Et je pense que cette consécration, elle est loin d'être anodine, parce que ça montre au final que la culture algérienne, et notamment sa gastronomie, mérite sa place sur les plus grandes scènes internationales. Et c'est donc une fierté pour l'Algérie qui voit l'une de ses traditions les plus emblématiques recevoir l'attention et l'estime qu'elle mérite, n'est-ce pas, Bassem Abdi? Exactement, et les premières traces de couscous découvertes dans le monde, historiquement, ça a été en Algérie. Et la gastronomie fait également partie du soft power en réalité, et on voit de plus en plus de restaurants algériens qui ouvrent à l'étranger. Il y a plus de 100 recettes de couscous en Algérie, oui. M. Bassem. Oui, on l'a vu dans le livre. Il y a même un couscous à la rose. Oui, j'invite nos amis téléspectateurs à lire le livre de Mme Yasmina Sellam, qui le couscous racines et couleurs d'Algérie, publié aux éditions ANEP. C'est un beau livre. Et les beaux livres ont cette qualité qu'on peut les offrir en cadeau, etc. Et ça peut encore mieux connaître le couscous algérien. Maintenant, le couscous, en tant qu'héritage maghrébin, il a été classé à l'UNESCO. C'est un héritage maghrébin commun. Oui, commun, dans la liste donc, de patrimoine universel, et on n'a jamais assez découvert ce mets qui est devenu un mets international. Vous savez que le couscous est parmi les plats les plus répandus dans le monde, parce qu'on pensait qu'il était uniquement dans notre région, un peu en Europe, notamment en France, parce qu'il y a une forte communauté maghrébine, mais le couscous c'est partout, il est en Amérique du Sud, il est en Amérique du Nord, etc. Et le plat, effectivement, on l'avait dit, c'est également un vecteur culturel et aussi de soft power, parce que quand on mangera un bon couscous algérien, on dira que c'est du blé algérien et c'est du couscous algérien. Et Faisal, Madame Yasmina Sellam, que l'on félicite et qui a fait partie de l'équipe Hebdo Show à ses débuts. Absolument, c'est vrai qu'elle était avec nous, Madame Sellam, et elle avait aussi publié un autre livre publié aux éditions ANEP qui est aussi très intéressant, qui s'appelle Mémoire culinaire de l'Algérie, histoire de recettes, parce qu'il se trouve que Madame Sellam fait des recherches. Et la cuisine, c'est vrai que c'est un monde vaste, dans la mesure où il y a des plats qui remontent au XVe siècle, au XIVe siècle, qu'on mange toujours aujourd'hui, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Il se trouve que, comme le disait Bétis, l'Algérie est un vaste territoire avec une culture très diverse. Nous avons eu plusieurs passages de civilisation, et ces civilisations ont laissé des traces dans les plats que nous mangeons et que nous consommons aujourd'hui. Et Madame Yasmina Sellam fait effectivement ce travail important, peut-être qui est un peu oublié par nos universités, parce que je pense qu'au sein des universités, notamment en anthropologie et en sociologie, on devrait aussi s'intéresser à l'aspect cuisine dans la recherche, parce que ça permet aussi de consolider l'appartenance et l'identité. Et les médias devraient peut-être aussi donner plus d'importance à ce patrimoine culinaire. Oui, c'est une ambassadrice, Mme Yasmina Sellam. On a tous eu le plaisir de la connaître ici au début de l'Hebdo Show. Elle a fait partie de l'équipe qui a démarré la belle aventure de l'Hebdo Show. Avec M. Salim Agar. Avec M. Salim Agar. Et c'est une personne exceptionnelle qui est la véritable ambassadrice de la gastronomie culinaire algérienne, qui a, il faut le rappeler, qui a voué sa vie à la défense du patrimoine culinaire algérien, qui fait des recherches du matin au soir, qui prend des livres de partout, qui lit énormément pour justement avoir toutes les informations sur le monde culinaire. Et ce qu'elle fait, c'est juste exceptionnel. C'est une ambassadrice de la cuisine algérienne, de la gastronomie algérienne, de la culture algérienne. Et des femmes comme ça, pour moi, méritent beaucoup plus que le prix qu'elle a eu. C'est du véritable soft power.
Et voilà l'importance également de la femme algérienne. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de la femme algérienne qui défend le drapeau et le pays sous toutes ses coutures. Il y a un autre point important aussi, Naliman, que je tiens à rappeler, c'est que c'est un livre qui tombe à pic. Dans une période, effectivement, où l'Algérie subit beaucoup de hold-up culturels. Donc c'est très important, avec un travail documentaire, un travail rigoureux qui a été fait par cette dame, effectivement, et qui non seulement, bien sûr, fait connaître, rayonne la culture gastronomique algérienne, puisque c'est un langage universel, mais aussi détient une espèce d'acte de propriété, notamment gastronomique, de ce couscous, effectivement, que certains nous jalousent, mais certains veulent nous le voler, donc clairement. Et je pense que c'est très important d'encourager ce type d'initiative, notamment, puisque c'est ça fait partie du narratif culturel d'un pays, pour qu'on puisse effectivement établir des bases, des fondations de notre culture, mais surtout aussi de les protéger à travers ce type d'initiative et ces dynamiques très positives. Et puis je conclurai que à travers ce livre, ce n'est pas un plat qu'on est en train de célébrer, c'est surtout une identité qui est en train de rayonner. Oui, parce que la cuisine algérienne, de toute façon, est célébrée dans le monde. Vous savez, des plats comme Rechta, au monde, en Algérie, et c'est le 4e ou 5e meilleur plat au monde. Ça se comprend. Ça se comprend parce que c'est savoureux, c'est goûteux, c'est très bon. Le makarat al-louz, c'est un gâteau qui est considéré aussi parmi les meilleurs. Donc, on a une fierté aussi là, aussi à défendre en matière de cuisine. Et ce que Madame Sellem est très important parce qu'il faut laisser des livres, il faut se laisser des traces, il faut écrire, il faut faire des recherches, etc. Parce que le pillage, oui, il existe des pillages, parce qu'on a appris récemment que le zfété serait de Marrakech. Alors que tout le monde sait que le zfété est un plat qui est né dans la région de Boussaadam, Sila, et dans au plateau. Donc vous voyez qu'on est capable de tout. Avec l'intelligence artificielle, avec les manipulations, avec les fake news, on va changer l'identité d'un plat pour le donner à un autre, d'où la nécessité d'écrire, de documenter le travail sur la cuisine. Ça dans une phrase, on a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Absolument. Exactement. Et le défendre aussi. Bah, du coup, Gamal, finalement, la cuisine, c'est pas juste une affaire de goût, c'est un véritable marqueur d'identité. Bien sûr, mais ce qui est intéressant par rapport à ça, bon, je vais élargir un peu l'approche, c'est que tout c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est que, rien que pour prendre une idée, les Français ont du mal avec les Algériens, mais ils adorent le couscous. C'est leur plat préféré. C'est quand même très ironique. Donc ils aiment la nourriture de qualité. Oui, mais ils pensent que le couscous est marocain. Oui. Parce que c'est le couscous royal qu'ils aiment. Oui, oui. Les ignorants pensent des choses qu'ils ne savent pas, mais c'est pas une surprise. Le couscous est maghrébin, il faut revendiquer en tant que maghrébin. J'allais dire simplement par rapport à ça, d'abord le couscous est succulent, il n'y a rien à dire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à oublier qu'effectivement c'est éminemment maghrébin. En Orient, il n'y a pas de couscous. Oui. Et c'est un plat il y a un raffinement parce qu'il y a des variétés incroyables. Il y a un enjeu économique aussi. Il y a un enjeu économique, il y a un enjeu culturel. Et moi, j'allais dire simplement pour essayer d'être proactif par rapport à ça, la protection de nos valeurs et de cette culture, elle se fait par une labellisation. C'est-à-dire qu'il faut que des labels soient déposés. Là, le référencement a été fait, c'est très bien. Il faut que les régions labellisent pour vraiment marquer dans le marbre pour toute la connaissance et l'appartenance d'un couscous. Par exemple, les Tunisiens, un couscous au poisson. Bon, je ne suis pas fan, mais les Marocains ont un très bon couscous aussi au potiron. Mais en Algérie, on a une variété. Oui, on a une variété beaucoup plus importante. Merci. Bon, il fait plaisir. On a une variété très importante. Mais là, il m'a scotché là. On a une variété très importante de couscous. Et il faut le faire savoir. Et quand tu le dis très bien, savoir-faire et faire savoir. Donc, Monsieur Bassem Larj, sur le volet diplomatique, c'est très important de protéger ce patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Exactement, et là c'est le rôle vraiment de l'État aussi d'aller vers les institutions internationales pour défendre cet aspect culturel, quel que soit le segment et le secteur. Et justement, le ministère de la Culture et des Arts essaye toujours de déployer des efforts dans ce sens-là. Le ministère de la Culture fait un travail exceptionnel. Le ministère de la Culture, dans toute la profondeur du ministère de la Culture, fait un travail exceptionnel de soft power depuis plusieurs années, depuis 2019 justement, pour se battre par rapport à tout ce qui est, on va dire, fake news un peu partout sur les réseaux, où plus rien n'est algérien. Si on entend, si on suit, si on lit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, plus rien n'est algérien. Peut-être que même nous, on est du Rwanda ou du Mozambique, on n'est pas au courant, mais plus rien n'est algérien. On a été en train. Et ça, c'est dû aussi, et je le dis et je le répète, aussi au terrorisme qu'on a combattu pendant presque plus de 15 ans, où on a délaissé la partie culturelle, on a délaissé la partie du soft power, malheureusement, et des personnes malveillantes ont profité justement de notre absence sur des questions, entre guillemets, je précise bien, secondaires comme l'art culinaire,
pour s'approprier injustement nos richesses. Maintenant, il y a un travail qui est fait en amont, justement pour pousser par rapport à la protection de notre patrimoine. Peu importe notre patrimoine, hein, ça va de robes aux éléments culinaires, à beaucoup de choses, aussi. À la musique. Il y a beaucoup de choses qui ont été détournées. Oui, parce qu'il y a le Centre algérien du Centre de recherche en anthropologie, en histoire et en préhistoire, qui est en train de préparer plusieurs dossiers, parce que vous savez qu'on a eu aussi le conflit voulu par le voisin sur le Zilij. Et tout le monde sait que le Zilij est né à l'époque rostomide en Algérie, qui s'est développé, qu'il est parti vers le Maroc. Parce que c'est vrai que Mahdi a raison, c'est un véritable combat qu'il faut mener. Parce qu'autant on parle de la sécurité. On en a pris conscience. Oui, il y a une prise de conscience. La République l'a souvent répété. Il en a pris confiance depuis 2019, depuis son élection. Il a demandé à ce que, justement, même au niveau des ambassades, même au niveau des centres culturels à l'étranger, même au niveau des consulats, une réappropriation de notre patrimoine, quel qu'il soit, sur les différents domaines du patrimoine. Et c'est très important. Moi, je vous le dis, Badis peut vous le confirmer, Gamal également, on a vécu à l'étranger, pendant la période, on va dire, très chaude du terrorisme, les centres culturels tout était fermé. On n'avait pas justement cet accès à la culture algérienne quand on était déjà à l'étranger. Ici, ce n'était pas la chose la plus urgente. On devait combattre la horde terroriste et c'était pas de protéger quelque chose qui pour nous était quelque chose de logique, que ça soit le couscous ou autre chose. Donc c'est pour ça que des personnes ont essayé de s'approprier ça, mais bon. Il y a un proverbe, un adage qui dit quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc de le rôle, Mahdi, de l'appareil diplomatique, on l'avait souligné effectivement. Et peut-être aussi le rôle, pardon Faisal, peut-être aussi le rôle, Monsieur Bassem Larraj, de la jeunesse algérienne qui doit totalement être impliquée à 100% dans cette défense, dans cette réappropriation de son patrimoine. On voit des jeunes Algériens, que ce soit ici en Algérie ou même à l'étranger, qui font un travail formidable en réalité pour faire dire. connaître l'Algérie, que ce soit la destination Algérie, pour développer le tourisme dans le pays, ou faire connaître la culture algérienne à travers ses différents aspects, que ce soit la musique, la culture. On a remarqué un regain d'intérêt pour tout ce qui était énormément, et ce qui attire de plus en plus d'étrangers en réalité vis-à-vis de l'Algérie. Et c'est pour ça que la notion de sécurité culturelle est très importante. C'est vrai qu'on parle de sécurité alimentaire, sécurité hydrique, sécurité cybernétique, etc. La sécurité culturelle, parce qu'elle est liée à notre identité, à notre ce que nous sommes. Et je pense que ce travail, il est vrai qu'au sommet de l'État, il y a un travail, il y a une prise de conscience par rapport à ça, d'où la nécessité de continuer à parler et à écrire sur le patrimoine chaque jour. Et on doit nous-mêmes faire le travail. Les médias doivent jouer un rôle, nous le faisons, mais peut-être pas assez. Non, nous-mêmes Algériens, pas nous. Nous-mêmes Algériens, les universités aussi. Met à l'honneur les tenues vestimentaires. Absolument, algériennes. On a vu que nos ambassades et ambassadrices portent parfois le bournous, le karakou, le qobtan. Le qobtan, on est toujours en conflit avec le voisin marocain, bien qu'il a été inscrit à l'ONU comme algérien. Et donc c'est pour ça que cette prise de conscience, je pense, elle est importante, parce que le patrimoine c'est un tout. Le patrimoine c'est pas uniquement le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel, c'est aussi beaucoup de choses. C'est la cuisine, c'est le costume, c'est les chansons, c'est les civilisations. Vous avez parlé du malouf. Le malouf, c'est la musique qui existe uniquement en Algérie. Cette musique n'existe nulle part au monde. Elle va être inscrite il y a un dossier en préparation pour l'inscription à l'UNESCO. On parle de combat. Bon, déjà, il faut rappeler aux voisins de l'Ouest que la civilisation arabo-musulmane, elle passe de l'Est vers l'Ouest. Il n'y a pas des poissons, mais bon. Donc, ils ont peut-être tendance à s'oublier. Et l'autre aspect, une nation qui n'a pas d'artiste ou d'art, c'est comme une armée sans éclaireur. C'est qu'on avance en aveugle. Or, on a une civilisation très ancienne, jusqu'à 2010. Donc il faut vraiment raviver cela, parce que les Français ont essayé de la détruire, cette civilisation, mais elle a survécu. Et moi, j'en veux pour preuve une chose, et je finis là-dessus, un élément essentiel. Mais on a le Sha'bi, c'est quand même extraordinaire. Les Algériens ont créé le Sha'bi. Et aucun autre pays ne peut se servir de ça. Et cette musique est exportée. Donc ça a du sens sur le plan civilisationnel. Le rail, bien sûr. Il y a le rail qui a été... Oui, bien sûr, ça. Il y a le Sahraoui, il y a le Sahraoui, il y a le Aïe, il y a le Malouf, il y a le Haouzi, etc. C'est un pays très riche. Je précise juste que l'Algérie construit aussi, je dirais, une diplomatie culturelle souveraine. C'est très important de le dire. C'est-à-dire que le patrimoine, il faut le protéger, et ça fait partie de notre souveraineté, effectivement. Cette diplomatie culturelle souveraine, tournée vers l'avenir, certes, mais surtout enracinée vers son héritage, l'héritage effectivement identitaire ô combien profond. Mais c'est un travail collectif, c'est un travail
je dirais, de groupes. Et c'est là où je reviens un peu sur, effectivement, la société civile dans sa globalité. Et je reviens aussi sur une action, une initiative du président de la République, à savoir l'installation, la création et l'installation de l'Observatoire national de la société civile. Pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, depuis quelques années, il œuvre dans la conscientisation, effectivement, de la protection du patrimoine matériel et immatériel. Parce que c'est à travers le maillage associatif, notamment, qu'on pourrait, avec une dynamique collective, avec une masse, notamment, pouvoir faire pencher les balances. Et surtout, je vous donne un exemple très concret, très rapide et très factuel, comment faire de la pédagogie envers des associations qui font de l'artisanat, qui protègent justement ce patrimoine, qui perpétuent justement cette identité, comment leur donner l'arsenal juridique, comment leur donner cette feuille de route effective pour permettre effectivement de faire rayonner le produit à des échelles beaucoup plus importantes à l'échelle dans les espaces internationaux, notamment dédiés. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'UNESCO ou autres. Et c'est ça ce qui fait la différence. Certes, tu le disais, Mehdi, on n'a pas été aidé avec cette décennie noire qui nous a quand même mis en stand-by. Sauf qu'aujourd'hui, je peux vous dire que plusieurs associations, plusieurs initiatives œuvrent justement dans cette dynamique et protègent davantage avec une conscience de patriotisme et de protection de notre patrimoine. D'où l'importance du prix Maachi pour faire le lien avec le premier sujet. Voilà, pour Très les bien, artistes. Merci Nariman pour cette partie. Merci également à vous, messieurs. Merci Bassem Larrouche d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous reviendrez une prochaine fois. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rester fidèles et de nous suivre tous les samedis soirs à partir de 21h. Vous pourrez revoir cette émission sur YouTube. Et toujours cette bonne nouvelle pour vous qui vivez en France. N'oubliez pas, Al24 News est maintenant disponible sur la Freebox, canal 485. À très bientôt. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.